Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors on se retrouve encore en excellente compagnie, hein, donc avec notre bon ami Théodon. Hein. Voilà, bonsoir Théodon. Bonsoir Yannick et salut à tous les auditeurs. Bon, on va recommencer Théodon. On va remettre ça. On a un peu de mal à s'empêcher, mais bon, c'est pour la bonne cause. On va encore faire une émission qui peut être considérée comme un petit peu provocante. Savoir qu'on va entrer dans le lard, on va encore taper dans le fourmilière, enfin voilà. C'est l'esprit Radio Regina, c'est comme ça. Ici, on avait promis, en tout cas, on avait annoncé qu'on allait bientôt revenir un petit peu sur le sujet, un sujet sur lequel on s'attardait très brièvement dans nos dernières émissions, à savoir qu'on ne s'identifiait pas à la fameuse droite politique. Alors que, voilà, dans notre entourage, hors famille ou petite famille, religieux, beaucoup de gens un peu politisés, surtout dans le monde traditionnel, se disent, revendiquent de droite, donc nous, on fait un peu tout le contraire, on va développer. Pour répéter, résumer, synthétiser très rapidement, le jeu de paume gauche-droite, ce n'est pas une notion d'église, c'est une notion de base qui était française, pré-républicaine, à l'aube de la République. Si on était à droite, c'était pour plus de droits pour le roi. Si on était à gauche, c'était pour un petit peu moins, et effectivement, l'Assemblée constituante, voire monarchien, voire républicain. Donc ça, c'était une chose. Et après, les choses sont peut-être complètement évoluées dans le temps et dans l'espace. Voilà, la gauche d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et dans l'espace, pareillement, c'est pas la même chose d'être de gauche quand on est en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Amérique latine, en Turquie, dans le monde arabe, etc., etc. Les choses sont un peu différentes. Donc du coup, on s'identifie pas à tout ça, c'est ce qu'on expliquait, parce qu'il y avait évidemment effectivement le danger que si on lisait la politique, le monde, tout ce qu'on veut à l'aune de cet échiquier gauche-droite, on a plus de chances de s'égarer, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très catholiques au niveau de ce qu'on appelle grosso modo de la droite à notre époque en Occident, et alors que belles choses doivent se lire à l'aune de la chrétienté. Bon, moi personnellement, j'ai déjà dit une fois, mais je me revendique du centre, en tant soit peu par provocation, mais aussi du point de vue de la notion de vertu chrétienne, hein, donc je veux dire le juste milieu tout simplement. Voilà. Et puis historiquement, c'est vrai que le catholicisme a quand même une certaine histoire avec la notion de centre. Mais bon, quand je dis centre, voilà, c'est vraiment s'il fallait absolument se référer en échiquier en question, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la Sainte Église. Alors du coup, voilà, comme toujours, Radio Regina, on trouve beaucoup plus amusant de tirer sur la droite que de tirer sur la gauche, puisqu'on n'aime pas tirer sur les ambulances, c'est ce que fait tout le monde. Et nous, on va attaquer la droite, sur plein de sujets. Là, on va faire une première émission, il y en aura, avec l'aide de Dieu, encore par après. Donc on va traiter beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette fameuse droite à l'heure actuelle en Occident, pour bien la situer dans l'espace-temps. On va tirer à balles réelles. Voilà. Théodon, je te donne la main pour les petits commentaires supplémentaires. Et déjà, je te félicite pour l'introduction qui pose bien vraiment le principe de nos émissions, qui sont des mises au point, des mises au point adressées en premier lieu à nos frères en chrétienté, qui, soit par défaut de formation, soit par contamination sociale, on est des animaux sociaux, donc du coup on est influencé par notre milieu, et qui fait que bien souvent on adhère à des erreurs ou on ne comprend pas certaines choses par esprit de parti, parce qu'on veut s'identifier à un clan en particulier plus vaste que le nôtre. En l'occurrence ici, ce serait plutôt un clan de droite, de bonne droite, dont on assimile la cause à la cause du catholicisme. Alors que bien souvent, comme tu l'as expliqué, il y a des divergences, parce que c'est une notion qui est éminemment liée à des contingences historiques, puisque voilà, tu évoquais le cas du serment du jeu de paume. Voilà, la droite a évolué en 2 siècles. La droite d'il y a 2 siècles n'est plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Voilà, que ce soit sur des sujets même celle d'aujourd'hui, pareil pour la gauche, est différente de celle d'il y a 15 ans, etc. etc. Donc c'est un fait qui évolue.
Tout à fait. Donc du coup, c'est là qu'on voit la différence entre l'Église qui est fondée en Jésus-Christ, qui est immuable dans sa constitution divine, et voilà, les contingences politiques qui varient, qui dépendent bien souvent de l'homme et qui ne sont pas quelque chose de suffisamment stable pour pouvoir fonder quelque chose de pérenne en fait. Et malheureusement, on va dire depuis au moins un bon siècle, on va dire depuis l'apparition de la Troisième République, beaucoup de catholiques se sont identifiés à la pensée de droite avec ce que ça comportait. On peut dire que ça a commencé avec l'Action française. En général, même s'il y avait déjà des tentatives avant, hein, mais c'est vraiment l'Action française qui allait faire en sorte d'identifier la pensée catholique à la pensée de droite. Et du coup, ça a créé un certain problème, puisque voilà, l'Action française était elle-même gravie de certaines erreurs. On a déjà fait une émission sur le sujet, on y renvoie nos auditeurs. Et de facto, toujours aujourd'hui, beaucoup de nos frères en chrétienté s'identifient à cette pensée de droite. Et nous aussi dans le temps, hein, on y est passé aussi un peu. Tout à fait. Donc, ici, voilà, on n'est pas en train de jouer les redresseurs de temps, à dire nous avons raison depuis le début, vous êtes des égarés. On revient aussi de cette pensée-là. Mais voilà, l'expérience et la réflexion, l'étude des livres et de l'histoire, on fait en sorte qu'on parvienne à s'extirper au moins grande partie de cette pensée de droite pour produire une analyse catholique des événements et de la doctrine. Et c'est à ça qu'on invite aussi nos frères. C'est là la raison principale de nos émissions, c'est la recatholisation des esprits, que Dieu règne dans les cœurs et sur les cités, tout simplement. Là, je tiens quand même à préciser, moi je venais d'un milieu encore un petit peu différent, un milieu qui se prétendait gauche du travail, droite des valeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais m'abstenir de développer, hein, parce que je préfère oublier ça. Donc, écoute, on peut déjà attaquer. Hein. On va être très très bref, on va essayer d'être le plus bref possible en général pour pouvoir attaquer un maximum de sujets. Alors, je sais pas si tu as encore des choses à dire avant que je présente le premier sujet. Non, là on peut vraiment démarrer. À l'attaque. Alors moi, quand je pense un peu à cette remise en question, la première image qui me vient à l'esprit, c'est un sujet qu'on a maintes fois parlé. Je sais pas pourquoi c'est ce sujet-là précis, alors que c'est pas quelque chose qui est supposé être plus impactant que ça dans notre quotidien, surtout pour les gens qui ne sont pas du Sud. Et en même temps, c'est un sujet qui est très symptomatique, qui est très symbolique, qui est très révélateur, parce qu'il est complètement lié à cette fameuse question identitaire qu'on va pas tarder à s'attaquer dans cette émission. Et en plus de ça, c'est un sujet qui permet de commencer très gentiment, entre guillemets. C'est la corrida. Voilà. La tauromachie. Donc tout ce qui est lié à la corrida et la tauromachie. Parce que je vois beaucoup de frères en chrétienté qui défendent la corrida, alors que ça a été très clairement condamné, quoi. Donc on va peut-être attaquer d'abord par ce petit sujet, et puis on va faire des petites transitions sur d'autres petit à petit, quoi. La corrida, donc on en a déjà parlé dans d'autres émissions, et Tout à fait, voilà. on avait parlé de cela donc, dans notre émission sur les animaux, on y renvoie aussi nos auditeurs pour plus de détails. Donc la question de la corrida, elle est effectivement symbolique, puisque c'est là où on voit vraiment que il y a une divergence d'appréciation entre une vue qu'on peut considérer comme identitaire, entre guillemets, et la vue catholique des choses, puisque au point de vue identitaire, il est vrai que la corrida est une pratique déjà assez ancienne, ça fait plusieurs siècles qu'il y a malheureusement de tels spectacles dans le sud de la France et en Espagne, alors que l'Église n'a pas cessé depuis des siècles là aussi à non seulement mettre en garde, mais à condamner la pratique et même jusqu'à l'excommunication, et parfois même jusqu'au refus de la sépulture ecclésiastique lorsque le participant à une corrida, un participant volontaire à une corrida trouvait la mort. Là, on peut citer notamment donc la bulle de Salute Gregis du 1er novembre 1567 de Saint Pie V, qui l'enseignait très clairement. Il parlait de la coutume détestable du duel introduite par le démon en vue d'entraîner en même temps que la mort sanglante des corps, la perte des âmes, a été condamnée. Cependant, en de nombreuses villes et autres lieux, on ne cesse d'organiser des spectacles privés au public consistant en des courses de taureaux ou d'autres animaux sauvages destinés à faire exhibition de force et d'audace, courses qui occasionnent fréquemment des accidents mortels ou des mutilations et sont un danger pour les âmes. Et là voilà par la suite donc le Saint-Pape développe cette réflexion là qui montre que ces spectacles sont à la fois un témoignage de cruauté, puisque la mise à mort de l'animal est vue
comme un objectif à atteindre, là où normalement dans une vision catholique des choses, la mise à mort de l'animal est simplement un moyen pour atteindre une fin ultérieure, hein, par exemple pas la manger, on peut tuer un animal pour le manger, mais on ne peut pas tuer un animal simplement pour le plaisir de le tuer, ça c'est faire acte de cruauté et c'est contraire à la morale. Pareil pour les coqs, pareil pour les combats de chiens évidemment. Tout à fait, ça rentre dans la même catégorie, tout à fait, tu as raison de souligner ce point, et du coup forcément l'Église a condamné, et ça donc c'était déjà le cas donc, au XVIe siècle, ce sera encore le cas au XXe. Le cardinal Pietro Gasparri, qui était le secrétaire d'État du pape Benoît XV, qui était un homme très influent, avait écrit une lettre à la présidente de la SPA de Toulon, le 23 octobre 1920, où il disait cela, que si la barbarie humaine se retranche encore dans les combats de taureaux, il n'est pas douteux que l'Église continue à condamner hautement, ainsi qu'elle l'a fait par le passé, ces spectacles sanglants et honteux. C'est vous dire aussi combien elle encourage toutes les nobles âmes qui travaillent à effacer cette honte, et approuvent de grand cœur toutes les œuvres établies dans ce but et dirigeant leurs efforts à développer, dans nos pays civilisés, le sentiment de la pitié envers les animaux. Et ça, effectivement, ce sentiment de pitié envers les animaux, il est considéré comme une marque de faiblesse, d'approbation de la pensée végane par l'idéologie de droite en général, alors qu'en réalité, c'est simplement faire un acte de morale, tout simplement. L'animal est une créature de Dieu, on ne peut pas lui souhaiter directement un mal en tant que tel. C'est comme pour les êtres humains en l'occurrence. Même si la dignité des animaux est nettement moindre, bien évidemment. Voilà. Ils ont quand même une dignité. C'est ça. C'est aussi très humain d'avoir ce genre de sain comportement. Hein. Très humain et très civilisé. Donc ça c'est concernant la corrida. Alors, pour en savoir plus sur ce sujet-là, sur cette question-là, et sur tout ce qui relève de la question des animaux dans le catholicisme, on a fait une émission spéciale concernant les animaux, qui est l'émission numéro 47. Et elle s'intitule « Nos amis les animaux ». Donc, sans trop de transition, alors justement pour rester dans le sujet des animaux, dans cette émission il y a quelque chose qu'on n'a pas, je suis pas certain qu'on ait évoqué, parce que c'était un sujet qui n'était pas du tout à la mode à l'époque, même si ça existait déjà, c'est la question de l'alimentation concernant les insectes. Alors ça fait des années qu'on en parlait en Occident, culturellement ça fait pas partie les insectes ne font pas du tout partie de nos repas, du moins dans l'époque moderne. Hein. Néanmoins, c'est un sujet, là maintenant à l'heure actuelle, depuis quelques mois, voire quelques semaines, le sujet est revenu en force. Évidemment, quand le Forum économique mondial s'exprime, là il y a beaucoup de gens qui s'excitent. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est revenu sur la table pour des questions d'explosion démographique mondiale, en tout cas pas européenne, mondiale, et de tout ce qui concerne les questions de réchauffement climatique également, et aussi on en parle de plus en plus, hein, donc les futures pénuries d'eau potable, hein, donc évidemment c'est le bétail, ça coûte très cher en eau potable également. Donc les insectes, Théodon, beaucoup de frères en chrétien attaquent ce genre de petits mets. Est-ce que c'est toutefois licite ou pas ? Où est le problème ? Avec la nouvelle loi qui a été promulguée par notre Seigneur, c'est tout à fait licite de manger des insectes. Donc déjà, premièrement, là on en retrouve notamment confirmation même dans les Saintes Écritures, hein, puisque dans la Bible, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, verset 4, et dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 6, on voit que saint Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir, et que sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Donc on peut manger des sauterelles ou d'autres insectes, il n'y a pas de problème. Il y avait un problème dans l'ancienne loi. D'ailleurs c'est très bon, hein. J'ai mangé une fois une sauterelle grillée, ça a un petit goût de chips, presque de frites. Ah. Donc en tant que tel, il faudra qu'on fasse une spécialité de chez nous. Très très bien. J'ai pas encore eu l'occasion d'en déguster, mais pourquoi pas. Donc moi j'ai pas. Non, moi je pensais que t'as jamais été dans un resto d'insectes, toi, il me semblait, non ? Ou peut-être que c'était un projet d'y aller, je sais plus. Peut-être un projet, alors, je me rappelle pas y avoir été. D'accord, ok, donc pas encore goûté, mais voilà, c'est pas interdit, d'accord. Je vais peut-être rappeler aussi au point de vue identitaire, puisque il y a deux raisons en fait qui fait que les milieux de droite en général sont plutôt hostiles au fait de manger des insectes. La première, c'est la faille antisystémique, comme toujours, hein, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure. Le Forum économique mondial préconise de manger des insectes, donc du coup, on doit se dire contre l'entomophagie, le fait de manger des insectes. Alors que voilà, ça c'est un réflexe idéaliste qui n'a pas grand-chose à voir avec la religion et avec l'esprit catholique tout simplement. Donc déjà, ça c'est une première fausse raison qui justifie le fait que beaucoup de gens à droite se déclarent contre manger des insectes. L'autre raison est davantage identitaire, parce qu'effectivement c'est pas, comme tu l'avais aussi évoqué, c'est pas un mets habituel
qu'on trouvait dans les précédentes années chez nous. Néanmoins, pour répondre aussi sur ce point-là, on peut trouver des allusions à un régime insectivore dans l'Antiquité. Les Grecs et les Romains, notamment, mangeaient des insectes comme des abeilles ou des cigales, ainsi que leurs larves. Aristote, le grand philosophe, la scolastique, c'est grandement inspiré d'Aristote. Aristote vantait les femelles de cigales pleines d'œufs, et les mâles, avant l'accouplement, étaient plus spécialement recherchés chez les Grecs. Tandis que Pline l'Ancien raconte dans son histoire naturelle que les gros vers du chêne, c'est un insecte, le chêne rouvre, sont un mets recherché par les Romains. Donc, à l'époque antique, il n'y avait aucun problème à déguster donc, des insectes. On retrouvera donc, cela aussi pendant le Moyen-Âge, et même encore au XVIIIe siècle, où c'était recommandé pour des vertus médicinales. L'entomologiste Jean-Henri Fabre rappelle dans ses souvenirs entomologiques un repas en famille durant lequel des larves de l'ercate forgeron sont grillées sur des brochettes. Et on retrouve aussi cela dans certains fromages anciens, comme en Corse du Sud. Il y a des asticots qui sont... Oui, alors c'est un fromage qui est interdit, donc c'est plus en Sardaigne qu'en Corse. Je sais bien que la Corse en fait aussi, mais c'est plus une spécialité sarde. Et c'est un fromage qui était interdit à la consommation pour des raisons parce que pour les personnes les plus fragiles il peut être très dangereux parce que tu manges les petites larves vivantes. Je pense pas que ce soit bien de manger les insectes vivants comme ça, je pense pas. Et c'est justement ces préoccupations d'ordre hygiénique qui ont fait en sorte que, on va dire, entre le 19 et le 20e siècle, ce type d'aliment a disparu de notable. Mais pourquoi pas si on s'assure que toute la sécurité est mise en place pour que l'animal soit bien cuit, soit comestible, il n'y a pas de problème parce que, moral à en manger. Effectivement, voilà, il y a à côté de ça, il y a eu j'ai vu passer des arguments, mais évidemment, il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais oui, des arguments qui concernaient le côté sanitaire de la chose. Donc, mais... J'ai envie de dire, il y a des populations qui mangent des insectes depuis des générations, elles sont toujours là, donc... Voilà, bon appétit. Maintenant, c'est sûr, bien sûr, il faut faire en sorte que l'animal soit bien cuit et que, voilà, qu'il n'y ait pas de souci d'hygiène. Mais c'est comme pour tous les animaux, j'ai envie de vous dire. Donc, la maladie de la vache folle, ça va pas empêcher les gens par la suite de manger des vaches. Donc, Alors, en tout cas, c'est très très protéiné. Et je veux dire, ça a aussi beaucoup d'avantages. Et bon, moi, si un jour ça devenait un peu plus populaire dans notre alimentation, bon, ça me ferait pas pleurer, je mange n'importe quoi, moi. Donc... je rappelle quand même que dans nos habitudes alimentaires, on mange des escargots, des moules... non, moi je suis pas ça. Les escargots, non. Pas des insectes, donc... Après, il y a ce qui est licite et illicite, d'accord, mais en même temps... Les escargots sont illicites, mais en même temps, ça c'est un truc que je mange parfois, mais à contre-cœur. non, ça c'est pas pour les bêtes, ça. La question de pas bon, voilà. Par contre, je vais bien manger des sauterelles cuites à la friteuse, ça me poserait pas de problème. Voilà. Bon, bref. J'en ai déjà vu, ça a l'air plus ou moins appétissant, moi je crois pas, oui. Ouais, c'est dommage. Mais t'étais pas au camp avec moi la fois où j'en ai mangé, je pense. T'étais venu celui d'après. Bon, bref. Alors, justement, on va rester dans le sujet de l'alimentation. Parce qu'il y a une petite mode qui a été lancée en Amérique en réponse aux véganes, qui est, j'aurais presque envie de dire, du même niveau, voire pire. Même pire, je pense. Qui concerne le carnivorisme. Donc, alors on dit souvent que tout ce qui arrive aux USA, 5 ans après, on le connaît chez nous. Là, c'est pas encore arrivé. Il y en a qui s'y sont mis, hein, ça existe, mais c'est pas encore trop à la mode, heureusement, Deo Gracias. Parce que pour moi, c'est plus un problème qu'autre chose. Le carnivorisme, c'est-à-dire des gens qui ne mangent plus que de la viande. Et éventuellement des petits produits laitiers comme accessoirement. Donc ça, c'est un truc qui risque d'arriver aussi qui risque aussi d'impacter à un moment donné cette fameuse droite. Tout à fait, comme une fois, c'est en réaction. Hein, voilà. Comme à gauche, il y a toute la tendance du véganisme qui est plutôt affiliée à gauche, même s'il y a quelques branches véganes qui se considèrent plutôt à droite. Certaines sont anti-immigration pour justement éviter qu'il y ait des dégâts faits à la nature. Mais en général, le véganisme est plutôt considéré comme étant une pensée à gauche, entre guillemets. Et par réaction, là voilà encore faille antisystémique, esprit de parti aussi, malheureusement. On veut s'identifier à l'extrême inverse. Donc voilà, vous arrêtez de manger de la viande, nous on ne va plus manger que ça. C'est une réaction évidemment assez puérile. C'est stupide et surtout c'est très mauvais pour la santé puisque il y a des études qui sont parues sur ce sujet-là et qui montrent que ça peut poser des problèmes sur le long terme puisque voilà il y a toute une série d'apports énergétiques particuliers de vitamines etc qui sont à arriver donc par les micronutriments. Des micronutriments effectivement par la digestion donc de légumes ou de féculents etc de légumes de fruits etc
Et du coup, forcément, on se prive de ces nutriments, donc on s'affaiblit. Donc justement, Et pour t'as un ces gens nouveau, qui veulent se c'est passer ça. pour être forts, s'affaiblissent, C'est voilà. exactement. Et t'as un nouveau type de digestion, et je crois avoir lu que t'as beaucoup de mal après pour te remettre à manger des féculents, et légumes, et fruits, etc. Bah oui, oui, tout à fait. Donc, parce que ça crée des troubles, C'est- sur le long terme, ça peut T'es pas que créer bien. des troubles dans l'organisme, Ça crée des des troubles de troubles. digestion. Maintenant, après, voilà, il y a des aliments parfois, certains types d'alimentation, que on a tous encore différents, et parfois, bah, pour certaines personnes, tel ou tel légume, les corps réagissent mal. Donc, Mhm. je pense que voilà, il y a des gens Oui, qui oui, peuvent il peut y éventuellement avoir des régimes adaptés, hein. pour des raisons de santé peuvent Et le éventuellement le problème, faire. le problème du carnivore, c'est que c'est pas pour des raisons de santé, c'est pour des raisons d'opposition à la pensée de gauche. Ben, j'ai déjà eu C'est un ce coup, une fois, une qui- personne qui m'a dit, carnivore, qui m'a dit directement, ouais, moi je fais ça parce que c'est pas, moi je suis pas de gauche. Je trouve. Donc directement, c'est directement là-dessus qu'il venait. Voilà, bref. Et donc Euh, voilà, c'est cette idée voilà, de mépriser les gens qui mangent, qui se privent de viande. C'est absolument pas catholique, puisqu'on peut rappeler aussi que certains saints, comme saint François d'Assise, saint Thérèse d'Avila, ou saint Jean Chrysostome, sont connus pour s'être abstenus de la viande et pour avoir incité les autres à s'abstenir de la viande. Donc il n'y a pas de problème avec le fait d'être végétarien. Maintenant, le souci qu'il peut y avoir, c'est voilà, si on en fait un principe, si on considère que manger un animal, c'est forcément un crime, là, ça, c'est on va autre dans chose. l'excès inverse, effectivement, donc là, C'est c'est problématique. exactement. Mais dans les deux sens, en fait. C'est pour ça que l'Église ne peut, enfin, ou la pensée catholique, la pensée réaliste, ne peut pas approuver cette dérive carnivoriste, en l'occurrence. Bah, d'ailleurs, moi personnellement, carême, enfin, comme beaucoup de frères en chrétienté, j'arrête la viande pendant le carême. Et honnêtement, je me sens. C'est une période où je me sens très très en forme. Parce qu'il y a des légumes qui remplacent bien la viande. Enfin, pas que juste des légumes, mais aussi des. Bah, tu peux prendre des œufs, tu peux prendre plein de choses qui vont t'apporter une bonne dose de protéines, mais qui sont pas nécessairement la viande. Ce serait même à la limite pareil pour les insectes. Ou poissons, enfin peu importe. Il y a d'autres alternatives que la viande au niveau protéines. Moi, en fait, quand j'achète des aliments, je regarde beaucoup le côté nutritionnel. Et je fais en fonction, voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne, tout le monde devrait un peu fonctionner, pour éviter aussi les crasses d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un autre problème. Bref, voilà, ça c'est une chose. Maintenant, un autre aspect par rapport aux carnivores, justement, qu'on peut aborder, c'est que les mecs, leur corps est habitué à 100% à fond viande, avec le souci que ça peut apporter côté digestif si tu te remets à retrouver une autre façon de te réalimenter. Mais le problème, c'est que les mecs, ouais, moi je suis fort, ouais, je suis pas la gauche, bazar, machin, mais demain ça pète. Dans nos pays où il y a une guerre, j'en sais rien, pour une juste cause, espérons-le, tu fais comment? Tu fais comment? Pour manger, parce qu'on va, pour manger des biscuits de survie, tu fais comment? Les pâtes à la cantine, tu fais comment? Voilà, la moutarde, les petits légumes ci et là. En fait, tu manges ce que tu trouves, et parfois t'as pas du tout de nourriture, t'as pas du tout de ration, et tu manges ce que tu trouves. Tu pilles, tu cueilles ce que tu trouves sur les arbres, dans les champs, mais tu sais pas toujours te nourrir comme tu l'entends. Sur le front, ah mec, ouais, moi je suis le droit de la guerre, machin. Enfin, non. Tu vas plus savoir faire grand chose. Alors après, tu vas peut-être me dire que tu vas essayer de te réadapter, mais bon, ça sera pas en quelques jours. Bref. L'alcool aussi, j'arrête quand. Bah, je dirai ça plus tard. Je dirai de la suite de l'émission, quand on parlera de la question de la virilité. J'en reparlerai après. Bah justement, bah voilà, excuse-moi, c'était le prochain, je savais pas. Pas de souci. Bah voilà, bah justement, on va continuer un peu sur le sujet, parce que la transition, elle se fait tout doucement, hein, donc on passe pas du coq à l'âne en général, quand on passe d'un sujet à l'autre. Tout ce qu'on aborde un petit peu là, c'est aussi lié à ces questions de questionnement et de crise sur la virilité, et voilà, tout ce qui tourne autour du virilisme. Donc, je suppose qu'il y a aussi la Sainte-Église a des choses à dire sur le sujet. Mais tout à fait. Ici, là aussi, on voit l'influence sociétale actuelle, le fait que c'est assez récent, cette tendance voilà, à privilégier voilà, une forme de virilisme, en réaction là aussi voilà, au féminisme de la gauche. Donc voilà, à droite, on veut se considérer comme étant viril, on revendique voilà, des penseurs comme Nietzsche, qui se considéraient voilà, comme une certaine virilité, alors qu'en réalité, ben, voilà, quand on analyse la biographie de Nietzsche, c'était pas vraiment ça. Et voilà, beaucoup considèrent que le christianisme, c'est quelque chose qui encourage la soumission chez l'homme, donc c'est contraire à l'esprit de virilité. Et évidemment, c'est n'importe quoi, puisque le christianisme, c'est quand même la seule religion au monde où chef de famille, Saint Joseph, avait autorité sur Dieu lui-même. L'homme, le vrai homme,
Ce n'est pas celui qui voilà, mange que de la viande, ou celui qui fait de la bagarre. C'est superficiel, ouais, voilà. La bagarre, c'est autre chose. La bagarre, si c'est nécessaire, ça peut Oui, c'est bien, ça va se bagarre, défendre, peut-être ça peut faire partie. Mais tout le côté superficiel, ça, c'est autre chose. Et la superficialité, c'est féminin. Se donner une image de mec viril, c'est le côté féminin. S'il y a que de l'apparence et rien derrière, bah là, je suis désolé. Effectivement, ça produit des hommes efféminés. Et comment justement, un des modèles de masculinité qu'on nous propose, c'est Saint Joseph, le père adoptif de notre Seigneur, qui était une personne assez effacée, mais qui a toujours su protéger sa famille, qui a toujours su la nourrir, qui l'a protégée contre les ennemis, contre les dangers, et qui avait une parfaite autorité à la fois sur la Sainte Vierge Marie et sur notre Seigneur. Donc, c'est ça qu'on retrouve, voilà, le cœur de la masculinité, donc d'un point de vue catholique, c'est la responsabilité et l'autorité. Et ça, c'est ce que Saint Joseph incarnait parfaitement, puisque justement, il y avait cette idée de se soumettre à l'autorité divine. Donc, effectivement, il y avait un aspect de soumission, mais en même temps, ça permettait d'engendrer une certaine responsabilité, puisque on sait qu'on a un devoir à accomplir, et donc on l'accomplit fidèlement. Et puis il y avait aussi, et ça c'est depuis les anciens disaient qu'il y a aussi le côté de la confrontation au monde. Mm-hmm. Et puis je pense que Saint Joseph a aussi très bien rempli ce rôle évidemment, puisqu'il a pris sa part de responsabilité à ce niveau-là. Et tout à fait. Et l'Église qui se veut missionnaire, qui se répand aux quatre coins du monde, elle va justement vers la confrontation au monde. Bah oui, les apôtres ont toujours montré cet exemple-là aussi, voilà, c'est la confrontation. On a énormément d'exemples de virilité, mais de saine virilité, qui ne voulaient pas se donner une image de paraître viril pour s'opposer aux efféminés, mais qui incarnaient véritablement la virilité voilà, là c'est un gros problème qu'il y a actuellement, c'est beaucoup de personnes, parce qu'elles n'ont pas connu de paix, ou parce que on est tellement égaré sur énormément de sujets que on veut chercher des réponses sur Internet. Oui, ça on peut pas en vouloir. Il y a plein de personnes qui vont chercher à comprendre comment devenir viril en regardant des vidéos. Mais si on se pose cette question-là, c'est qu'il y a déjà un problème de parcours. Ça, et puis on peut pas critiquer ça non plus, voilà. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que elles ne parviendront pas à être viriles en suivant des modèles que nous trouvons sur Internet. Dans la superficialité, avec voilà, c'est ça le truc. Devenir viril, c'est se confronter au monde, c'est devenir responsable. C'est ça qu'il faut aussi que l'ado ou l'enfant devienne un homme adulte. Et gérer le risque, etc. Et c'est ça, parce que ce que je veux dire aussi, c'est qu'en Occident, la notion de virilité, et ça depuis pas mal de temps, tourne autour de choses immorales. Être viril, c'est dire des gros mots, boire comme un trou, bien boire, quoi, passer d'une femme à l'autre. Fumer aussi. Fumer, évidemment, voilà, fumer comme un trou aussi, etc., etc. Mais va expliquer ça à des talibans, par exemple. C'est pas... je veux dire, voilà, ils vont rigoler en t'égorgeant. Je suis désolé de prendre l'exemple des talibans, je prends un exemple extrême opposé par rapport à cette notion-là, parce qu'en Occident, les exemples sont un peu plus difficiles à décrire du premier coup. Pour monter dans le passé. Oui, il faut monter dans le passé. Au croisé du Moyen-Âge, est-ce qu'il serait d'accord avec votre idéal de viril? C'est ça, exactement, c'est ça. Non, quand tu as un parcours sain ou parfois pas sain, c'est-à-dire désordonné, parce que moi, dans mon parcours, à titre d'exemple, j'ai pas eu un parcours toujours très ordonné, mais la confrontation, je l'ai fait parfois en faisant des bêtises, en faisant des erreurs, mais sans... Et je cherchais pas à être viril ou des bazars ainsi, c'était juste normal, tu vois ce que je veux dire? Donc je me posais pas plus de questions que ça, mais après, quand c'était fait, j'avais d'autant moins de questions à me poser. Mais beaucoup de jeunes, et cette façon en même temps un peu naturelle, ont des besoins de se confronter. Ils font leur preuve peut-être parfois inconsciemment, tu vois ce que je veux dire? Ils font des bêtises. Oui, c'est un peu un rite d'initiation. C'est comme un rite d'initiation, voilà, ils passent d'une étape à l'autre, ils passent une étape dans leur vie. Alors ils font les choses de façon désordonnée et illégale, mais au moins ils ont rien à prouver, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as rien à prouver, tu te poses pas de questions, oui. Ils ont été au moins en contact avec le réel à un moment donné, même si voilà, c'est pas de manière assez ils ont été voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc on est complètement d'accord. Non, il y a peut-être des meilleures façons pour le faire, mais c'est vrai que à notre époque, il y a beaucoup d'égarements. Il y a plus d'égarements, il n'y a pas d'initiation. À la fois, vous avez des gens qui veulent rejeter toute virilité, voilà, la gauche notamment, enfin, une certaine gauche, les woke notamment, ils veulent se déconstruire, comme on l'avait évoqué dans notre dernière émission. Mais de l'autre côté, voilà, réaction inverse, il y en a qui veulent se reconstruire une virilité imaginaire. Et dans les deux cas, ça ne va pas, quoi, en fait, puisque ça va contre le réel, tout simplement. Le réel, c'est quoi? C'est la virilité, c'est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience.
c'est pas quelque chose qui s'apprend en lisant un bouquin. Je vais regarder une vidéo sur YouTube pour devenir viril. Pour devenir un mal alpha, comme ils vont dire. Voilà, ouais. C'est un mal alpha, il se dit pas, il se dit pas mal alpha. J'ai déjà dit dans une autre émission. Donc, voilà, aussi un autre truc qui est lié à ça, un autre sujet. La virilité passerait aussi par la drague, donc draguer des filles en rue. Ah ben ça, encore une fois, c'est extrêmement récent. Ça, c'est le phénomène des pick-up artistes et des dragueurs professionnels qui remontent seulement aux années 50-60. Hein, donc, et la droite aussi, c'est aussi des choses sur laquelle cette fameuse droite supporte à fond. Quoi. On m'a déjà envoyé des vidéos, regarde ces féministes ne supportent pas qu'on la drague, etc. Mais je fais, écoute, elle a raison. C'est quoi ça? La rue, c'est pas un espace pour essayer de séduire. En plus, voilà, le séducteur, au point de vue religieux, ça n'a jamais été considéré d'une manière positive. C'est souvent quelqu'un qui cherche à tromper. Et voilà, quoi, les pick-up artistes, voilà, c'est quoi? C'est aller d'une femme à l'autre, c'est la pudicité, c'est absolument condamnable. Et donc, du coup, effectivement, la drague, vue comme idéal de virilité, ça date des années 60 et même des années 70-80. Avant, le dragueur, celui qui passait d'une femme à l'autre, on considérait qu'il était efféminé, puisque justement, il dépendait beaucoup trop du regard des femmes pour sa validation personnelle. Donc ça ne va pas. Et ça, voilà, donc l'Église, elle recommande pas de draguer. Pour trouver une femme, elle recommande d'essayer de voir donc, avec des familles qui sont catholiques, d'essayer de voir, donc c'est une femme qui est célibatée, c'est de passer notamment passer par les parents. Passer par les parents, voilà, c'est à l'ancienne, c'est dans le meilleur cas, ça se passe ainsi. Voilà, ça c'était dans le temps, ça se fait encore, mais c'est rare, malheureusement. Ou alors aller trouver la femme et voilà, lui exploser sa situation, et essayer de montrer donc, de quoi on vaut pour voir si un projet de vie serait possible avec elle. Mais ça ne passe pas par l'idée d'aller aborder des gens comme ça dans la rue, séduire, de les embêter, bien souvent. Voilà. Plus embêter, ouais. Voilà, l'idée, voilà, c'est les féministes disent que les dragueurs les embêtent, donc on va aller s'identifier aux dragueurs. C'est n'importe quoi. Alors, encore une fois, on retrouve cette idée, esprit de parti, esprit de contradiction qui est assez gamin, finalement, assez péril. Pour s'opposer aux gauchistes, on va s'identifier aux dragueurs, mais voilà, ça, c'est encore une fois, on retrouve le même problème que le manque de vraie notion de ce qu'est la virilité, quoi. En plus, c'est ça. En plus, est-ce que tu apprécierais que ta femme, ta mère, ta sœur, ta fille se fasse draguer par des types comme ça? Par contre, une fois, j'ai eu des gars qui m'ont dit oui, moi, ça m'est déjà arrivé de draguer parce que de draguer comme des pick-up artistes, évidemment. Donc c'était à la chaîne, une fille, une autre, etc. En espérant trouver la bonne. Donc derrière lui, dans sa tête, l'intention était bonne. Le souci, mais le moyen n'est pas bon. Comment tu vas faire pour t'amuser à passer une fille à l'autre, draguer une fille, sans que la fille, dans sa tête, elle, pour elle, et c'est entre guillemets normal, t'es là pour directement passer à l'étape conclusion. C'est ce que je veux dire. T'es pas là pour passer au mariage. Si tu passes au mariage, tu vas te faire passer pour un psychopathe. Draguer des filles je te drague pour me marier avec toi. Faire les choses dans les règles de l'art de ce qu'enseigne la Sainte Église. Pas de rapport, rien du tout. Pour un dragueur, la fille va se dire, mais ce mec, il est pas bien. Une inconnue dans la rue comme ça. D'ailleurs, une des toutes premières formes de ce qu'on peut appeler la drague moderne, on la trouve où? On la trouve dans les romans courtois du XIIe siècle. L'art courtois, donc, qui a été condamné par l'église de l'époque et par l'évêque de Paris, Monseigneur Tempier. Donc voilà, on peut même aller plus loin en disant que les origines intellectuelles, entre gros guillemets, puisqu'évidemment ils n'ont pas lu ça, mais les origines intellectuelles de la drague, l'origine idéologique de ce comportement-là, c'est anti-chrétien. Ouais. Et ça viendrait des soufistes d'ailleurs. Ça viendrait de poètes soufistes, ces histoires. Donc c'est vraiment pas chrétien. Juste pour un truc, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer avec une pure inconnue que tu rencontres du jour au lendemain. Mais c'est très rare dans l'histoire, mais c'est déjà arrivé, mais dans un cadre totalement différent. Juste un exemple, je vous rappelle d'avoir lu la biographie du général de Sonis, général français qui a participé à plusieurs campagnes militaires au 19e. Assez réputé pour sa foi catholique, qui malheureusement voyait petit à petit se disparaître dans son pays, pour lequel il combattait, donc c'est pour la République d'ailleurs, donc c'est assez triste. Bref, à un moment donné, de temps en temps, quand il passait, je crois qu'il passait à cheval dans une rue, au tout début, je me demande si c'était pas du côté de Saint-Cyr, ou est-ce que c'est un épisode après, je ne sais plus, mais il repérait qu'une jeune fille l'épiait souvent par une fenêtre. Et ce qu'il a fait, à un moment donné, il l'a trouvé très jolie. Il a été sonné à la porte, il a été trouvé le père directement, et il lui a demandé pour la voir, et directement, ils se sont mariés très très vite, ultra vite. Donc ça, voilà.
autre temps, autre époque, hein, évidemment. Donc maintenant, c'est un peu plus difficile à reconstruire ce genre de belles histoires. Mais ça, et en mariage, c'est très très bien marché d'ailleurs. Hein. En mariage, c'est très très bien marché. Deo Gracia. Deo Gracia. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et puis, il est passé par la grande porte. Hein, Voilà, oui. La femme a montré par son comportement qu'elle était intéressée donc, par avoir un contact avec lui. Et donc voilà, il a, en l'occurrence, d'après ce que tu me dis, il s'est bien comporté, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. On ne peut même pas vraiment qualifier ça de drague, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. La femme a manifesté son intérêt, lui y a répondu, tout simplement. C'est comme ça qu'on peut aussi trouver sa moitié, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'idée, c'était mariage catholique. C'est pas l'idée, je vais rajouter une conquête supplémentaire. Parce que dans la mentalité des dragueurs, une femme, ce n'est plus une compagne avec laquelle on entend se marier, donc s'unir comme le Christ s'est uni à son église et fonder une famille. Mais c'est juste une conquête, c'est une victoire, c'est pour se prouver à soi-même qu'on est viril. Mais non, c'est encore une fois, on tombe dans cet aspect puéril. Et d'ailleurs, même chez beaucoup de païens, de mécréants, déjà au 19e siècle, les Français, et l'abbé Belmont m'a parlé justement de Jules Verne, qui était un peu comme ça. Pour se marier, on passait par les familles, par les padrés. Tu allais trouver le père et puis tu faisais les arrangements. Ça fait un longtemps dans beaucoup de pays comme ça, mais ce serait, avec l'aide de Dieu, revenir à ça, ce serait magnifique, ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Même si c'est difficile de passer par la grande porte, c'est-à-dire de passer devant le padré pour t'expliquer. Ça, je sais bien que ça peut faire un peu mal au ventre, j'imagine. Parce que tout le monde n'a pas le même courage. On est capable de se confronter au monde. De se confronter, c'est ça. Le fait de se confronter au padré, ça prouve que justement tu as quelque chose en toi, quoi. Tu t'es porté, tu veux pas juste avoir la fille pour t'amuser, c'est que tu as un vrai projet avec elle et tu veux l'accomplir, donc tu es prêt à aller plaider ta cause entre guillemets chez le padré, quoi. Il y a pas de souci. Voilà, on s'arrange, c'est les petits arrangements familiaux à l'ancienne, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sont solides et ils sont solides, terminent pas en divorce en général. Exactement. Mes parents, ils se sont rencontrés, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais via un journal chrétien. Homme cherche femme, femme cherche homme, etc. Des petites annonces, et puis ils se sont écrits des lettres, et puis après les deux familles se sont rencontrées. Donc il n'y a pas eu de soucis, les choses ont été bien faites aussi à ce niveau-là. De gracias. Bref. Alors là, on passe à quelque chose d'un petit peu différent. On va aborder un peu la question qui est aussi très à la mode à la droite, mais aussi au niveau d'une certaine gauche. C'est la lutte des âges. Boomer versus zoomer. Ou zoomer versus boomer. Hein. Non, peu importe. Moi, ça, c'est aussi quelque chose que je trouve assez énervant. Et qui remonte à droite, ça remonte seulement à quelques années. Hein. Auparavant, justement, la droite, c'était le respect des anciens, ce qui est normal. Et voilà, honore ton père et ta mère, c'est un commandement de notre religion. Et il n'y a pas cette idée d'opposition. Comme il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de lutte des classes ou de lutte des races, mais il n'y a pas de lutte des âges non plus dans notre religion. La seule lutte qu'il y a, c'est pour Jésus-Christ ou contre Jésus-Christ. Il n'y a que cette lutte-là qui compte. Et donc, forcément, il n'y a pas cette idée d'opposition systématique à l'égard de nos aînés. Cette idée, elle est venue, on va dire, au début des années 2010, ça a commencé tout doucement à venir, et maintenant, on voit que c'est assez bien répandu, même dans les milieux francophones. Ça, là aussi, voilà, comme tu parlais de boomer, zoomer, ce sont des termes américains, anglais, et qui, au bout de quelques années, sont venus chez nous, et qui sont absolument désastreux, puisque dans la génération qu'on appelle les baby boom, ceux qui ont succédé, qui sont nés à la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, qui ont connu une relative aisance économique, même si au point de vue du PIB, on est quand même supérieur à ce qui se faisait quand même à l'époque, donc là aussi il n'y a pas vraiment de supériorité par rapport à avant ou après, mais je considère que l'idée de cette lutte des âges, ce serait de dire que les boomers ont été privilégiés dans leur histoire, qu'ils ont accumulé toute une série de bénéfices, qu'ils ont détruit tout leur héritage. Alors à droite, ça va être considéré comme l'héritage national, culturel, identitaire, ce que vous voulez. À gauche, ça va être plutôt l'héritage écologique ou social. Et voilà, donc ça entraîne une forme de mépris générationnel, en fait, qui est absolument contraire à l'esprit de charité, puisque le péché originel, il ne date pas de la génération des boomers. Les problèmes qu'on évoque ici, bien souvent, ils remontent à plusieurs siècles en arrière. Là, on a évoqué le cas de la drague et de l'art courtois, ça remonte à 900 ans en arrière. Donc, c'est pas les boomers qui ont inventé ça. Bien évidemment, ils ont aussi hérité de mauvais principes qui datent de bien avant eux. Certains ont réagi efficacement, parce que je rappelle quand même que beaucoup de nos chapelles catholiques traditionnelles
ont été fondées par les gens qui sont issus du baby-boom. Hein, donc, il n'y a pas de problème à avoir vis-à-vis de chaque boomer en particulier. Et aussi, un autre point qu'on évacue, c'est que dans cette version idéalisée de la réalité, les zoomers seraient supérieurs aux boomers, alors que toutes les statistiques, les études montrent que ce n'est pas le cas. Aussi bien au niveau du consumérisme, où on voit que voilà, c'est une génération qui gaspille aussi énormément, voire plus que les boomers, qui ont encore un peu cette idée d'économie, qui ont parfois un peu des économies, tandis que chez les jeunes, c'est beaucoup plus rare. Et aussi cette idée que le travail, que pour avoir un salaire, il faut avoir un travail, tandis que chez les zoomers, on veut avoir un salaire, mais on ne veut pas avoir de travail. Voilà, on trouve, récemment, il y a des controverses, actuellement des manifestations assez importantes sur la question des retraites. Voilà, comme il y en a une évolution une augmentation du niveau de vie et donc un rallongement de l'espérance de vie, il y a cette idée qu'il faut rallonger l'âge de départ à la retraite, qui est combattue notamment par les zoomers. Alors qu'eux-mêmes, bien souvent, n'ont pas encore mis le pied dans le monde du travail. Les zoomers s'insurgent puisqu'ils considèrent que tout leur est dû. Et voilà, cette génération, comment on appelle encore ça, la génération Snowflake, qui considère que on est des individus précieux et qui ont tous les droits en fait. Et ça, on l'avait déjà évoqué dans notre émission sur les woke. On y renvoie aussi nos auditeurs. Donc il n'y a pas de problème générationnel à avoir en fait dans notre religion. Chaque génération a ses qualités et ses défauts. Peut-être qu'avec nous, avec l'apparition d'Internet, on peut avoir une vie un peu plus élargie que la génération de nos anciens qui dépendait beaucoup de la télévision et donc des canaux qu'elle transmettait. Mais il y a aussi beaucoup plus de perversions qui sont passées par le biais d'Internet. Donc il n'y a pas vraiment de supériorité générationnelle. Ça, c'est une image complètement fausse à avoir. Ouais. Voilà, dans nos églises, pas de problème, ni classe, ni âge, ni race. Tout le monde est frère, tout le monde s'entend avec tout le monde. C'est comme ça qu'on fonctionne aussi. Hein. Donc il n'y a pas de lutte. La lutte n'est pas dirigée à ce niveau-là, contrairement à la gauche qui cherche à tout conflictualiser. De même qu'une certaine droite qui n'est pas d'église non plus, faut dire ce qui est. Nous, on est dans d'autres choses. Et s'accordant avec leur discours, on devient leur idiot utile. En fait, tous ces gens de droite qui passent leur temps à vouloir s'opposer à la gauche, ils s'y rentrent dans leur logiciel. On l'a vu aussi avec la question des woke et l'identitarisme qui est partagé par les woke et par beaucoup de gens de droite. Eh bien, on se retrouve dans cette idée, dans cette vision conflictuelle de la société, dans cette vision au mépris de la charité, pour dire les choses, au mépris de la fraternité chrétienne. Et qui est désastreuse au point de vue sociétal comme au point de vue moral. Alors autre chose, maintenant on va passer vraiment à une toute autre catégorie de sujets. Ici on entre plus dans la chose politique, donc c'est aussi des choses qu'on a parfois évoquées dans d'autres émissions. Monarchie absolue du droit divin. Donc aussi dans une certaine droite, on apprécie beaucoup le concept. Voilà. Là, c'est plutôt, là, on a évoqué des problématiques assez récentes avec les boomers, zoomers. Là, ici, on rentre dans une problématique plus ancienne, avec que ça remonte au moins il y a 2 siècles environ, on va dire avec la période de la Révolution, et même déjà un petit peu avant. Il y avait cette idée de défendre la monarchie via une collation immédiate du pouvoir par Dieu au souverain. Donc le fait que tel roi est au pouvoir, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu et on ne peut que se plier en fait. Alors qu'en réalité, et là je renvoie à un ouvrage qui est disponible dans notre bibliothèque et sur Telegram et que je crois que j'ai déjà aussi évoqué dans une autre émission, un ouvrage de l'abbé Ferret, Le pouvoir civil devant l'enseignement catholique, et qui explique et qui cite beaucoup de docteurs scolastiques, dont saint Thomas d'Aquin et dont aussi des pères de l'Église, des penseurs plus récents, qui montrent vraiment que cette théorie du droit divin accordé au monarque est une théorie fausse en fait. Pour dire les choses comme elles sont, d'un point de vue catholique, le pouvoir politique vient de Dieu effectivement, comme tout ce qui existe. Donc il y a un droit divin, mais cette origine divine du pouvoir, elle a été communiquée par Dieu à la nation. Et parce que la nation ou le peuple, ici, là je prends le terme de nation, mais ça peut être aussi le mot peuple, parce que le peuple donc, ne peut l'exercer par lui-même, le peuple communique à des particuliers ce pouvoir pour que ceux-ci l'exercent dans l'intérêt commun. C'est pour ça que l'Église a admis, même pour le cas de la France, a admis la République. On peut renvoyer ici Alors c'est qu'au milieu des sollicitudes de Léon XIII, il n'y a pas de détermination absolue, il n'y a pas de solidarité entre la forme monarchique du pouvoir et l'Église. L'Église a admis la monarchie, il y a des saints rois, il n'y a pas de problème avec ça, mais elle a aussi admis la République, et là aussi on peut s'élever, donc ça rejoint aussi le thème qu'on devait évoquer juste après, donc la question du légitimisme, qu'on avait aussi évoqué dans une émission. En tout cas, ce que tu viens de dire, ça va faire aussi tiquer, je pense. Oui, la République en tant que telle, en tant que régime en soi, est licite.
Voilà. Tout à fait. La République en tant que système de gouvernement simple, sans la philosophie droit-de-l'hommiste, libérale et socialiste qui est derrière, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on le voit notamment en Équateur, où là, vous avez eu, sous Garcia Moreno, une République qui était même anti-libérale, et qui, voilà, l'Église s'est félicitée, il n'y a eu aucun problème. On peut aussi évoquer un cas un peu plus polémique, mais qui est quand même considéré positivement par de nombreux saints, et même par des papes, c'était la République chrétienne à Florence par Savonarola, qui n'était pas un régime très libéral. Parce que bien souvent, voilà, on assimile République et libéralisme. Ben là, je pense pas que ça pourrait s'accorder tout à fait. Mais voilà. Voilà. Renseignez-vous un peu sur l'œuvre sociale de Savonarola, c'est assez intéressant. Pour revenir donc au sujet donc, de la monarchie absolue du droit divin, on peut citer saint Thomas d'Aquin directement dans la Somme théologique, qui est vraiment un document essentiel, qui certes n'est pas directement magistère, mais qui est une haute autorité au sein de l'Église, qui a été même déposée sur les autels, qui a été servi de base pour un moment de définition. Dans la Prima Secundae, question 90 en français, article 3, il est noté ça. Rappelons-nous que la loi vise premièrement et à titre de principe l'ordre au bien commun. Ordonner quelque chose au bien commun revient au peuple tout entier, ou à quelqu'un qui représente le peuple. C'est pourquoi le pouvoir de légiférer appartient à la multitude tout entière, ou bien à un personnage officiel qui a la charge de toute la multitude. C'est parce que, en tous les autres domaines, ordonner l'affaire revient à celui dont l'affaire relève directement. Donc, l'idée que le pouvoir revient au peuple, ce n'est pas une invention de 1789. On le trouve dans les penseurs scolastiques, on le trouve dans saint Thomas d'Aquin, dans Suarez, dans saint Robert Bellarmine. Là, je renvoie à l'étude de l'abbé Faye qui détaille davantage ces questions-là, mais il n'y a pas de doute à avoir, en fait. L'idée que le roi tient à être sa légitimité n'est que de Dieu, c'est une idée qui a été développée par des penseurs protestants, notamment Filmer en Angleterre, pour défendre la prétention du roi d'Angleterre à gouverner l'Église anglicane. Donc ça a été développé dans un contexte schismatique, pour pas dire les choses, qui a été repris par la suite par certains penseurs catholiques, soit dans le cas de Bossuet, dans un contexte pré-schismatique avec la question du gallicanisme, soit dans un contexte traditionnaliste d'opposition partisan à la Révolution. Là, on peut penser à Joseph de Maistre, qui défendait aussi plus ou moins cette idée de droit divin, de monarchie absolue de droit divin, mais qui n'est pas la doctrine de l'Église, tout simplement. Alors, toujours lié à ce sujet-là, on va aborder la question du tyrannicide. Il se posait la question, comme on caricature par antisystémisme primaire certains chefs d'État, dont Emmanuel Macron, hein, qui est évidemment pas en saint, en tout cas moralement, qui applique certaines choses immorales dans le pays. Alors beaucoup vont directement évoquer le pass sanitaire, ça je vois pas en quoi c'est immoral. Surtout que les États pontifiques l'ont utilisé. Moi je vais plutôt parler d'euthanasie, d'avortement, en tout cas, voilà, mais qui ne fait qu'appliquer le vox populi, hein, j'ai envie de dire. Il fait qu'appliquer ce que demande le pays réel, hein, donc ça c'est un débat. Et encore bien souvent plus modérément que ce que veut le pays réel. Bien plus modérément, parce que voilà, exactement, c'est ça. Tu regardes le pourcentage de gens qui souhaitent la constitutionnalisation de l'avortement dans le Parlement comparé à celle du peuple, il n'y a pas photo. Les gouvernements sont plus modérés, c'est ça le pire. Donc le pays réel, c'est vraiment que des âneries. Voilà. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut imaginer toutefois que Emmanuel Macron est un tyran, est-ce qu'on peut l'assassiner, quoi? Enfin le tuer, je veux dire. L'assassiner, certainement. Non, enfin, je veux dire l'exécuter. Voilà. L'exécuter. Faire un tyrannicide, c'est ça que je voulais dire. Faire un tyrannicide, la réponse est non, en fait. Le concile de Constance, donc en 1415, a condamné, sous la jonction de Jean Gerson, une proposition justement sur le sujet du tyrannicide qui dit ceci. Donc ça, c'est ce que je vais dire ici, c'est condamné par l'Église, ce n'est pas quelque chose qu'elle enseigne. Tout tyran doit licitement et méritoirement être oxy par un quelconque sien vassal ou sujet, même par manœuvre secrète, embûche et subtile flatterie ou adulation, nonobstant un quelconque serment à lui prêter ou une alliance contractée avec lui, même sans attendre une sentence ou un mandat d'un juge quelconque. Donc ça veut bien dire que la proposition inverse est vraie, donc tout tyran ne doit pas être oxy de quelqu'un tué par un sujet quelconque. En fait. Donc en l'occurrence ici, pour appliquer au cas d'Emmanuel Macron, je ne peux pas, moi, en tant que citoyen français, imaginons que je suis un citoyen français, je ne peux pas, moi, décider d'aller tuer Emmanuel Macron. Alors, peu que ce soit un tyran. Pour peu que ce soit un tyran. Il faudra qu'on le prouve. Comment est-ce que tu le prouves? Comment est-ce que tu le prouves aussi? Tout à fait. Ici, en fait, il faut prouver que l'objectif d'Emmanuel Macron n'est pas la poursuite du bien commun, que ce soit que son intérêt personnel. Donc, on pourrait éventuellement débattre sur certains points, etc., dans sa politique, si ce n'est pas notre but. Mais même en admettant qu'il soit un tyran, la réponse est quand même non. Maintenant, il peut y avoir une exception dans le cas où ce n'est pas moi qui décide simplement de tuer Emmanuel Macron, mais où ce serait un juge établi ou une autorité légitime
qui déciderait de remplacer le chef de l'État. Parfois, ça peut être permis. Notamment, on le voit... Et en fait, il y a plusieurs cas, en fait. Parfois, même un pape peut décider, parce qu'il a une autorité accidentelle sur les choses temporelles en raison du péché, c'est ce que disent les théologiens. Le pape peut décider de déposer un chef d'État et donc de renverser un pouvoir. C'est ce que Saint Pie V a fait contre la reine Élisabeth d'Angleterre, qui était schismatique. Ouais. Elle avait appelé le pape avait appelé à ce qu'on soit délié de tout serment envers elle et qu'on la remplace au pouvoir. Là, les choses ont été très claires. Maintenant, comment On l'a tué? Il y a eu des tentatives, mais non, je ne crois pas ici. Je ne crois pas que ça a été réussi. Il y a eu des cas où ça a été réussi. Le plus connu, c'est celui de Ravaillac. Mais là, c'est un cas encore assez particulier. Les théologiens n'ont jamais tranché, parce que Ravaillac se prétendait être inspiré directement par Dieu. L'Église n'a pas condamné Ravaillac, mais elle ne l'a pas approuvé non plus, parce qu'il n'y avait pas de moyen de pouvoir vérifier qu'il était bien inspiré par Dieu. Parce qu'on le voit notamment dans l'histoire d'Esther, d'Esther dans l'Ancien Testament, qui a exécuté par inspiration divine Assuérus, intendant du roi de Perse, pour justement pouvoir aider les Hébreux. Elle n'avait pas autorité évidemment pour le tuer, mais elle le fit quand même, puisqu'elle était inspirée directement par Dieu. Et ça, on retrouve aussi dans l'histoire de Judith également. Donc ça peut être un cas encore particulier à l'inspiration divine. Mais en général, quand on parle de tyrannicide en tant qu'inspiration privée, la réponse est clairement non. Parce que ce que je veux dire, c'est quand un peuple vote majoritairement, choisit, vote démocratiquement pour son représentant, tous les 5 ans, comment tu fais pour dire que c'est un tyran au final? Et qu'elle réélit à nouveau. Et quand bien même c'est un tyran, parfois on doit subir le tyran. Dans certains cas, il est nécessaire que même un tyran, par exemple Néron, les chrétiens qui ont pourtant subi directement la persécution de Néron, qui était abominable, ils n'ont pas appelé à tuer Néron. Alors que pourtant c'était clairement un tyran, il agissait contre les chrétiens et même contre le bien commun. Et pourtant, il n'y avait pas eu cette idée qu'il fallait le massacrer, tout simplement. Pourquoi ? Parce que il y a 2 raisons. La première, c'est un manque de légitimité. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour le cas du droit divin des monarques, c'est le peuple qui peut décider de remplacer le chef de l'État, qui peut être un roi. Et donc dans ce cas-là, il faut être représentatif du peuple. Si un groupe de notables influents qui représentent le meilleur de la nation décidait qu'il fallait éliminer Emmanuel Macron pour le remplacer par un candidat meilleur que lui, dans ce cas-là, effectivement, un remplacement par la force du pouvoir serait possible. J'arrive 2 petites secondes, je vais arriver. Oui, voilà, parce que il y a aussi ce que je voulais dire aussi, en autre truc, c'est qu'à côté de ça, parce qu'on peut dire, tyrannie, éventuellement parce qu'on a des gouvernements qui permettent et légifèrent favorablement à l'avortement, donc à des infanticides. Oui. Le problème, c'est que c'est les peuples qui votent pour eux, qui réclament ça, et qui sont à la limite proportionnellement plus nombreux à souhaiter ça et d'aller plus loin que les gouvernements. Donc comment tu fais pour parler de possibilité et de légitimité de faire en tyrannicide dans des cas pareils? C'est pour ça que justement, effectivement, actuellement aussi, des points qui est important quand on parle de tyrannicide, c'est l'après-tyrannicide, à savoir est-ce que le pouvoir qui va résulter du tyrannicide sera meilleur, sera d'un point de vue objectif, que le pouvoir précédent. Je ne pense pas que, et là c'est un constat empirique, que commettre un tyrannicide sur Emmanuel Macron aboutisse à quelque chose de meilleur. Et pour toutes ces raisons-là, donc à la fois manque de légitimité, manque de représentation et manque de réussite en cas de meurtre efficace. De meurtre, le meurtre a effectivement eu lieu, mais que le fait que les mauvaises mains et le système tyrannique n'ait pas été remplacé par la suite, parce que c'est ça qui va arriver, c'est que même si on parvenait à tuer tel tyran, celui qui le succédera ne sera pas forcément mieux, voire pourrait être pire. Et rien ne permet actuellement de dire que celui qui succédera à Emmanuel Macron sera forcément mieux que lui. Donc en l'occurrence, pour toutes ces raisons-là, tout projet de tyrannicide me semble être contraire à la foi catholique, tout simplement, à la morale catholique, tout simplement.
Non, bah, parce que c'est des choses qu'on entend évidemment beaucoup Ah oui, bien à sûr, droite. à Hein. droite, C'est pour ça que une certaine droite, effectivement, qui est davantage, là, plutôt tout qui en ce veut. qui est fasciste ou favorable à la violence. Voilà, cette idée que oui, il faut absolument renverser Macron, c'est l'ennemi, il faut la guerre civile. Mais la guerre civile, est-ce que les catholiques la gagneront? Ça aussi, c'est un autre problème. C'est que, admettons même que le meurtre d'Emmanuel Macron dégénère en guerre civile, mais les catholiques sont une toute petite minorité. Ah, il y a juste un avantage dans les guerres, c'est que là, il n'y a plus le petit jeu électoral qui prend des années, etc. C'est soit quand on gagne, soit en autre. Donc ça, c'est. Oui, tout à fait. Là, il y aura peut-être une radicalisation de beaucoup de nos frères, ça c'est certain, mais est-ce qu'on gagnera? Est-ce que ça fonctionnera? Personnellement, je ne pense pas. Ah, c'est clair que ça ne sera pas la chrétienté. Si ça avait une guerre civile demain en France, ce ne sera pas la chrétienté qui. Il n'y aura pas de possibilité d'implanter une chrétienté dans les médias. Parce que là, je veux dire, non, ça va être difficile de faire un État catholique avec nos populations actuelles. Voilà. Tout à fait. Et donc, aussi avec la question de l'Église actuelle, le fait qu'il n'y ait pas de pape à Rome actuellement, donc le fait qu'on vit en pleine crise de l'Église, donc ça fait que les catholiques sont divisés entre eux. Et ça, forcément, ça ne pourra qu'entraîner des complications en cas de tentative de prendre le pouvoir dans un État. Donc la priorité devrait être plutôt de régler les problèmes au niveau de l'Église avant de penser à avoir un président ou un roi catholique. Bah écoute, c'est justement pour ça, en grande partie, qu'on préconise un État catholique, où que ce soit dans le monde, et là où ce sera possible de le faire, pour servir un petit peu de repère, de montrer un peu l'exemple de ce que ce sera un État de ce que serait une chrétienté et pouvoir peut-être avoir petit à petit d'autres imitations. Donc c'est ça que j'imagine pas ce genre d'État arriver, en tout cas dans nos pays. Du jour au lendemain, en éliminant Emmanuel Macron, soi-disant le peuple va se réveiller et voilà, on va tous se réunir autour de la croix. C'est une vision assez romantique des choses. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais rien ne permet de dire que ça va se passer comme ça. Et actuellement, voilà, les conditions de légitimité pour remplacer par la force le pouvoir actuel ne sont pas présentes. Donc, dans tous les cas, ce serait pas licite. Voilà. Alors, là, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, justement, hein, que ça rejoint tout ce qu'on est en train de parler. La question de la République. Je sais pas si tu veux encore... Je l'avais noté après le tyrannicide, justement. Je sais pas si tu voulais encore dire un mot sur le sujet. Puisque la République, est-ce qu'elle est intrinsèquement perverse? Voilà. Bien évidemment que non, sinon l'Église n'aurait pas reconnu toute une série de républiques. Donc là, je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, donc la République chrétienne de Jérôme Savonarole. On peut aussi évoquer plus près de chez nous, à Amiens, il y a eu une république catholique ligueuse qui a été mise en place dans la ville d'Amiens, qui ne dépendait pas du roi et qui entendait même établir une forme républicaine du pouvoir, donc il n'y a pas de souci avec la République. Là, voilà, on peut même dire que là, la première République en France, au niveau national, ce n'est pas celle qui a succédé donc à l'arrestation du roi, avec la Révolution française, mais plutôt sous la Ligue, la Sainte Ligue catholique, qui avait instauré ce qu'on appelle le Conseil des 16 à Paris, qui entendait donc gérer, par opposition à la politique royale, qui était une politique conciliatrice vis-à-vis des protestants. Et il y a eu des catholiques qui n'ont pas accepté cette situation. Il y a eu toutes les guerres de religion. On ne va pas détailler ici donc, toute l'histoire, mais on renvoie nos éditeurs donc, sur ce qu'on appelle le Conseil des 16, qui entendait amener un pouvoir qui ne soit pas monarchique, ou pas monarchique comme on l'entend habituellement. D'accord. Il y a eu, avec les guerres de religion notamment, cette volonté de s'opposer à ce qu'on appelle le régalisme, c'est-à-dire l'idée que le roi devrait contrôler la religion. Il y a eu cette idée d'instaurer une Republica Christiana un petit peu partout, notamment on retrouve ça aussi en Amérique du Sud. Les jésuites, avec ce qu'on appelle les réductions, c'était des espèces de communautés qu'ils géraient avec les indigènes, avaient entendu instaurer une république chrétienne et qui était assez mal vue du roi d'Espagne, puisque justement ça entendait échapper au régalisme, donc à ce pouvoir royal sur l'Église. Et donc voilà, donc il n'y a pas de mal avec la République. La République, au point de vue simplement institutionnel, il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème, c'est l'idéologie qui l'accompagne, qui bien souvent est quelque part est aussi régaliste, puisqu'on le voit notamment la République française, pour prendre son exemple, elle a instauré ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, qui faisait de l'Église une simple administration. Et ça, évidemment, c'est absolument inacceptable. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute la gloire de la France de l'époque. C'était les prêtres qui ont refusé de prêter serment de fidélité à cette mauvaise constitution civile et qui donc ont résisté parfois jusqu'à la mort. Il y a eu énormément de martyrs et gloire à eux. Donc là, effectivement, c'est condamnable, mais ce n'est pas le principe de la République qui est condamnable. C'est les abus qui ont été générés. Exactement. Alors maintenant, donc, on va voir... on a vu un petit peu le sujet qui fâche.
On va voir le sujet qui fâche. Alors oui, effectivement, voilà, c'est ça, pour faire les choses dans l'ordre. En fait, il y a un dénominateur commun qui permet de désigner ce qu'on appelle grosso modo l'extrême droite, qui peut être complètement hétérogène, partir dans n'importe quel sens, etc. Mais il y a juste un truc qui fait, en tout cas dans nos pays, à l'heure actuelle, ce qui est désigné comme extrême droite, c'est un ensemble de mouvances qui s'opposent à l'immigration. Voilà. L'immigration. Donc c'est le sujet de ultra basique pour être considéré comme de bonne droite. Je vais pas dire libéral évidemment, mais qu'on entend la droite. Quand des prolos parlent de droite, c'est plus évidemment la fameuse droite nationale, grosso modo. Voilà, l'immigration. Donc maintenant, on va vraiment parler du sujet concrètement, ce que personne n'ose vraiment faire. Est-ce que l'immigration, c'est licite ou pas? Qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable? L'immigration en soi est licite, c'est simplement certaines conséquences qui peuvent ne pas l'être. Ça, c'est déjà un premier point de base à tenir. Donc ici, on peut renvoyer directement nos auditeurs à un article qui a été paru donc, sur la page Radio Regina, justement sur la question de l'immigration, où on listait un certain nombre de références, en l'occurrence une constitution pontificale, un texte de saint Thomas d'Aquin très éclairant, et une réflexion de Monseigneur Castromayer, qui est un des pères de l'opposition traditionnelle à Vatican II. 3 textes, c'est ça. 3 textes qui éclairent beaucoup sur la question de l'immigration. Et cet ensemble de textes, je pense, n'a pas de quoi plaire beaucoup à cette fameuse droite, et peut-être aussi à une certaine gauche, idéaliste, par rapport à certains aspects négatifs que peuvent engendrer l'immigration. Donc, elle préfère rester les yeux fermés sur ces questions-là. Donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est de plus en plus minoritaire, puisque actuellement, je ne sais pas si tu as remarqué, beaucoup de gens, même à gauche, considèrent que l'immigration incontrôlée peut parfois représenter un problème. Donc cet angélisme-là est de plus en plus minoritaire, en tout cas, c'est mon impression. Je ne sais pas, à la NUP, je n'ai pas trop remarqué. Ah oui, non, mais au niveau des hauts sommets du parti, bien sûr, mais même à la base de la NUPES, tu trouveras des gens qui vont te dire que oui, l'immigration, on peut être solidaire vis-à-vis d'eux, mais parfois il y a des problèmes, et oui, il y a des tendances comme ça qui existent. Les seuls qui refusent de voir tous les aspects négatifs, c'est, on va dire, les derniers 68 arts et les woke. Ah mais certes, mais en fait, effectivement, tu peux très bien être de gauche et être opposé à l'immigration, évidemment. Regarde, Georges Marchais... Ça, je veux dire, c'est pas juste. Je dis que c'est un dénominateur commun de grosso modo de l'extrême droite, mais tu peux être aussi communiste et avoir des opinions assez tranchées dans l'autre sens. Oui, bien sûr, c'est faisable. Ça existait. Donc, effectivement, il y a des textes à ce sujet. Je sais pas si tu veux un tout petit peu les résumer. Oui, on va les citer assez rapidement. Mais donc, on renvoie donc, pour plus de détails à nos auditeurs donc, sur l'article paru donc, sur la page Radio Regina sur le sujet consacré à l'immigration. Je retrouve la référence donc, de saint Thomas d'Aquin, donc la prima secunde de la somme théologique, article 3. C'est plus par la suite le texte de Pie XII qui est très pro-immigration, qui est très dérangeant pour beaucoup, je pense. Et après, t'as Monseigneur Castromayer qui dit oui, mais attention, avec certaines choses. Voilà. Là, je peux citer tout simplement le début de la solution donc de cet article de la Somme théologique. Aucune nation n'est écartée par la loi de ce qui concerne le culte de Dieu et le salut de l'âme. Car à l'Exode, chapitre 12, verset 48, ordonne « Si quelque étranger en résidence chez vous veut célébrer la Pâque du Seigneur, que tout mâle lui appartenant soit d'abord circoncis, et alors il célébrera régulièrement et sera en tout comme le naturel du pays. » Mais au temporel, lorsqu'il concerne la société politique, on n'admettait pas d'emblée le premier venu pour la raison qu'on vient de dire. Les uns étaient admis à la 3e génération, les Égyptiens et les Édomites, les autres, les Moabites, les Ammonites et les Amalécites, étaient exclus à perpétuité en abomination de leurs crimes passés. Donc voilà, parfois il peut y avoir une certaine entre guillemets discrimination dans le sens où certains peuples peuvent plus facilement s'accommoder que d'autres, et donc mais l'idée qu'on puisse accueillir d'autres peuples n'a jamais été interdite par notre religion. Donc là effectivement peut-être que l'exhortation donc de Pie XII est peut-être un peu plus claire. Si un endroit quelconque de la terre offre la possibilité de faire vivre un grand nombre d'hommes, on n'en interdira pas, pour des motifs insuffisants et pour des causes non justifiées, l'accès à des étrangers nécessiteux et honnêtes, sauf s'il existe des motifs d'utilité publique à peser avec le plus grand scrupule. Donc effectivement, les gens de droite vont systématiquement dire que oui, mais les motifs sont pas bons parce que il faut qu'on préserve l'identité ethnique de notre peuple et donc il faut accepter rien du tout. L'Église n'enseigne pas ça. L'Église elle enseigne que vous pouvez parfois, c'est même un devoir,
d'accueillir des étrangers lorsque les circonstances favorisent. Et lorsque les étrangers, bien évidemment, sont en nécessité d'être accueillis et sont honnêtes. Alors, bien évidemment, lorsqu'il y a des cas de délinquance ou de menaces à l'ordre public, bah oui, voilà, faut dans ce réagir. cas-là, évidemment, Et là, on est très laxiste, et c'est ça aussi que les gens s'énervent. Il suffit qu'une toute petite minorité parmi ces immigrés sème le souk, et qu'en plus de ça, l'État ne répond pas assez fermement, reste laxiste, bah du coup, les gens, ça les énerve, et ça rend xénophobe. Et là, on passe, voilà, comme on avait la lutte des âges, la lutte des sexes, ben là, c'est la lutte des peuples, en l'occurrence. Donc, voilà, vous avez les gens avec une mentalité, une idéologie plutôt à droite, qui vont chercher à mettre les blancs contre les immigrés. Et à l'inverse, vous avez une certaine gauche qui va, elle, plutôt prendre le parti des immigrés, entre guillemets, même si bien souvent, ça ne sert pas vraiment les immigrés, ça sert surtout à peser d'un poids sur la société. Puisqu'en général, l'aspect favorable à l'immigration de la gauche, ben, ça n'amène pas une amélioration réelle de la situation des immigrés locaux. On le voit notamment via les questions d'insécurité. Les premières victimes d'insécurité, bien souvent, sont les gens qui habitent dans les quartiers difficiles. Et les quartiers difficiles sont en général habités par les gens issus de l'immigration. Donc, ceux qui sont aussi les victimes les plus immédiates de cette politique de gauche. Mais bon, bref, passons. J'aimerais juste ajouter, par rapport au petit passage que tu as lu du texte de Pidou, j'ai un petit problème avec ce passage, dans le sens où c'est le passage, j'entends, soit peu le moins juste une phrase, c'est juste une toute petite phrase la plus réservée en matière d'immigration dans l'ensemble du texte, mais ce texte est extrêmement long et ultra pro-immigration en fait. Et ça, les gens de cette fameuse droite vont tout le temps citer la citation en question qui est devenue un peu célèbre, mais elle est à peine visible dans tout l'ensemble du texte. Pidou n'arrête pas de dire que l'immigration est en droit. Et il répète aussi que le texte, on n'a pas cité le titre, donc c'est Exul Familia Nazaretana. Exactement, oui, il se réfère à l'exil de la Sainte Famille. Non, de la famille à Nazareth, enfin de Nazareth en Égypte. Exactement, et en plus de ça, je veux dire, c'est un beau texte d'ailleurs, il dit que la religion catholique est une religion d'immigrés et que l'Église a toujours été derrière les immigrés. Voilà, parfois même non catholique, il dit. Parce que, évidemment, comme notre religion est une religion d'immigrés, l'Église a toujours soutenu ses enfants qui immigraient, elle a toujours été avec eux, où que ce soit dans le monde, elle les a toujours assistés, et parfois elle était là pour évidemment aider d'autres personnes aussi qui n'étaient pas spécialement catholiques. Pidou le dit. Ça plaît ou pas, ça plaît ou pas. Voilà, quand quelqu'un est en souffrance, voilà, vous voyez une personne qui fait la manche dans la rue, vous n'allez pas lui demander est-ce que vous êtes catholique avant de lui donner de l'argent. Il y a le bon samaritain. Voilà. Oui, tout à fait. La personne, c'est un être humain. Elle a une dignité native qui, ça n'est pas la même chose que ce qu'entendent les modernistes, mais qui est quand même bien présente et qui fait que on n'a pas le droit de le maltraiter et qu'on doit justement le traiter avec respect et avec amabilité. Donc voilà l'idée de l'immigré qui entend respecter les règles, il n'y a pas de problème avec lui en fait. Bah oui. Pourquoi est-ce que nous en Occident on peut émigrer en plus on a des très bons passeports assez puissants, on peut aller partout, quasiment partout dans le monde où on veut, comme on l'entend quand on veut. Par contre, quelqu'un qui vient des pays du Sud, c'est ultra dur et de plus en plus difficile de venir légalement. Par contre, illégalement, on laisse rentrer tout et n'importe quoi. Et on entre dans un cercle vicieux. Parce que ceux qui entrent illégalement ne se comportent pas toujours très spécialement très bien, ne sont pas les plus civilisés, évidemment. Je veux dire, ça n'aide pas vraiment à l'intégration et ça crée plus du conflit qu'autre chose. Et du coup, c'est encore les gens honnêtes, les gens qui veulent entrer légalement, même pour des vacances, qui peuvent pas. Qui sont pénalisés. Je trouve ça vraiment triste. À ce niveau-là, alors que nous, on peut, quand on veut, comme on veut, on peut partir. S'installer où on veut. C'est les abus du laxisme, c'est que le laxisme crée tellement des abus qu'au final, c'est tout le monde qui est pénalisé. C'est le problème de la discrimination positive où on voit aussi que dès que quelqu'un réussit, c'est forcément qu'il a bénéficié d'un favoritisme. Et donc, du coup, comme il y a eu du laxisme vis-à-vis des populations immigrées, et bien, du coup, un immigré qui souhaiterait respecter la loi, il serait davantage mal vu que celui qui entend n'en faire qu'à sa tête et qui entend juste profiter du système, quoi. C'est assez injuste dans un sens. Et donc là, on peut renvoyer aussi, donc là on a évoqué les deux sources, donc le texte de la Somme théologique et l'exhortation apostolique Exul Familia Nazaretana de Pie XII, et un troisième texte de Monseigneur de Castromayor, dans son catéchisme des vérités opportunes qui s'opposent aux erreurs contemporaines, où il dit ceci, l'unité d'un pays dans la vraie foi est le plus élevé des biens spirituels. Il est évident qu'une telle unité peut être brisée si les frontières sont ouvertes à des courants migratoires qui finissent par former des kystes religieux aussi dangereux dans le domaine spirituel que le sont les kystes sociaux dans le domaine
domaine politique, la maxime réfutée qui se ressort du laïcisme des propositions antérieures, fait abstraction de ces considérations. C'est exactement ce qui se passe avec l'islam, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est ça. C'est pas un problème d'immigration, parce que l'immigration, on est quand même la première religion du monde. On pourrait avoir des échanges avec les pays catholiques, surtout qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'emplois qui sont vacants et on trouve pas au grand monde et on est obligé d'aller chercher à l'extérieur de plus en plus. Là, ce serait peut-être mieux de favoriser des pays catholiques que des pays mahométans, parce que sinon on crée quoi exactement des kystes spirituels et puis du troubles à l'ordre social, qui créent des tensions et des troubles, voilà. Donc c'est ça. Et donc là, voilà, ce premier passage qui pourrait sembler hostile à l'immigration, ben là je suis un peu la citation, donc mon sénateur Castromaire continue, car en matière d'immigration, l'attention aux facteurs religieux doit venir en premier lieu, c'est ce qu'on dit, bien que ce soit un droit naturel des nations surpeuplées de pouvoir envoyer des immigrants dans les pays capables de les recevoir, donc voilà, c'est un droit naturel. Il est néanmoins nécessaire que dans l'exercice de ce droit, la fidélité à l'Église exigée par le droit supérieur qu'ont les populations catholiques soit reconnue. Donc voilà, donc le fait que des populations soient surpeuplées dans certains pays qui souhaiteraient donc pouvoir émigrer dans d'autres pays, ben il n'y a pas de problème avec ça. En fait, actuellement il y a un vide démographique en Europe et dans d'autres régions du monde. Le fait d'accueillir des immigrés en tant que tel, ça ne pose pas de problème. Alors le problème c'est bien souvent la fausse religion mahométane ou parfois protestante qui peut parfois générer des problèmes, ou alors c'est le laxisme vis-à-vis de la délinquance. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Alors, je suis pas un Trumpiste plus que ça, mais la position de Donald Trump de restreindre drastiquement l'immigration des pays mahométans, je trouve que c'était une bonne chose, et je trouve qu'on devrait faire exactement pareil ici. Et moi, ce que je dis, pour que ça se passe bien, si on doit faire des échanges, on peut avoir des minorités partout, mais il ne faut pas que les minorités, évidemment, grossissent. Qu'on soit bien d'accord, c'est juste logique, c'est juste normal. En tout cas, je pense que... Mais qui n'aide pas en cause l'influence du catholicisme. L'influence du catholicisme, et je sais bien... L'influence halal, par exemple. Voilà, et je sais bien qu'il y en a beaucoup, musulmans, qui comprendraient tout à fait notre discours, parce que j'ai discuté, il y a des gens qui sont quand même assez intelligents, qui comprennent bien les choses. Donc voilà, mais ça doit rester minoritaire, parce que... sinon on va avoir 2-3 soucis, mais bon, après en attendant on a aussi des choses à se reprocher dans nos peuples. Nous sommes devenus un continent vieux parce qu'on fait pas de gosses, vide, et vide à plein de niveaux, pas juste démographique mais aussi au niveau du travail, et très décadent. La porte elle est grande ouverte, hein, malheureusement, la porte elle est très très grande ouverte à tout et n'importe quoi, donc voilà, quitte à faire de l'immigration, gérer la question nataliste, ce qu'on ne fait pas, et la question migratoire qui va être submersive très bientôt, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose, malgré la crise migratoire n'a pas encore commencé, on n'en est même pas au début. Il suffit de comparer le taux de natalité dans nos pays et le taux de natalité au Nigeria, en Asie, surtout en Afrique, et évidemment le Nigeria est ultra explosif, avec beaucoup de jeunes qui ne pensent qu'à une chose, c'est partir en Occident. Tout le besoin de main-d'œuvre, le vieillissement de nos populations, et les questions de réchauffement climatique qui font que sur le long terme, il n'est pas impossible que la moitié des pays de la planète deviennent carrément invivables. Eh bien, ça risque de faire très très mal si on fait les choses pas assez intelligemment. Donc il va y avoir beaucoup de bateaux qui risquent de passer. Il va falloir faire les choses, préparer le terrain très intelligemment. Le problème, c'est que je remarque que sur ces questions-là, ni la gauche ni la droite n'anticipent le coup. Ben oui, il y a un absence de réalisme assez flagrant. À gauche, on va tout accepter, ça va être le bonheur absolu, et ils ne voient même pas cette urgence démographique, en fait, qui risque de poser problème. Et à droite, s'ils voient l'urgence démographique, ils disent oui, il faut tout refuser, sans se rendre compte des problèmes que ça va générer dans nos propres pays, puisqu'en refusant tout, les problèmes qui sont dans nos pays ne vont pas se résoudre par cela. Ils vont faire même que s'aggraver. Là, si on fait tout n'importe quoi, les Mahométans, je veux dire, les plus extrémistes des Mahométans, parce qu'il y aura toujours des extrémistes dans l'islam, hein, c'est comme ça, ils vont tout mettre à feu et à sang. Hein. Je veux dire, si on ne fait pas les choses intelligemment, si on n'a pas une politique d'immigration responsable, ça va très 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 mal se passer. Très très mal. Et je veux dire, là on est... C'est déjà compliqué maintenant, mais c'est encore rien par rapport à ce que ça sera dans 10-20 ans. Hein. Ça va être compliqué dans les prochaines années. Justement, on va parler de la question de... Justement, voilà, les réponses simplistes, partisanes, oui, il faut interdire l'immigration, oui, il faut approuver l'immigration systématiquement, ça ne va pas, quoi, en fait. C'est pour ça que, voilà, ce positionnement, entre guillemets, au centre, ce positionnement intelligent qui consiste à prendre la vérité là où elle est, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il ne faut pas s'identifier à, oui, la droite est anti-immigration, donc je suis anti-immigration. Non, il faut avoir un positionnement plus complexe que ça. Justement,
ça permet de partir sur le sujet, à savoir la fameuse question du fameux grand remplacement. Alors, personnellement, moi, j'y crois pas trop. Je vais m'expliquer tout de suite. Malgré ce que je suis en train de dire, ça veut pas dire que je ne réalise pas les, les chiffres et que je conteste tout ça. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Mais pourquoi parler de grand remplacement pour ce qui pourrait potentiellement plutôt être en grand brassage de population, donc sous forme de métissage. Si possible, d'origine culturelle catholique, évidemment. Ça nous arrangerait d'office mieux, mais ce qui est fort ultra probable, c'est qu'on doive gérer des tsunamis migratoires assez inouïs. Problème compliqué, problème potentiellement dangereux, parce qu'il faut éviter l'anarchie. Donc, fatalement, l'enjeu sera de maintenir autant que possible une certaine stabilité. Il faudra nécessairement, tant que possible, une réponse qui s'appellera l'assimilation vigoureuse. Voilà, je ne vois pas comment on peut faire les choses autrement. Hein. Sinon, ça va être très très difficile. Et voilà, grosso modo, outre ces histoires de remplacement, je pense que la question qu'on devra se poser plutôt, c'est la suivante, qui me semble beaucoup plus réaliste, c'est faire le choix entre société plutôt communautariste ou plutôt à la brésilienne. Moi, je pense que dans notre pays, de base, on est supposément plus ouvert au métissage que au communautarisme, contrairement à l'autre côté de l'Atlantique, aux anglo-saxons. Voilà. Exactement. C'est ça qui pourrait arriver. Maintenant, il y a le problème de l'islam. Mais le problème, en même temps, en souci qu'on a, c'est qu'il y a déjà eu un grand remplacement. Si on touche vraiment à la question spirituelle, il y a déjà eu un remplacement. C'est-à-dire le catholicisme a déjà été remplacé par le laïcisme, avec tout le reste. Spirituellement, on est déjà un peu mauvais. Mais je veux dire, ethniquement, oui, il va y avoir de gros bouleversements, comme il y en a souvent eu dans l'histoire, mais là, ce sera encore fort différent, je l'admets. Mais quand on regarde les taux de natalité nigériens... Et la situation internationale, comment ça pourrait ne pas être différent. Dans ces populations-là, tu as une moyenne de 15 ans. Des femmes qui font en moyenne 6 points de natalité, alors que nous on n'en fait même pas, c'est à peine si on en fait même, on renouvelle, non on fait même pas 2, on a bien en deçà. Ce que je dis, c'est pas très à droite comme discours, c'est pas très à gauche non plus, c'est pas très identitaire, c'est juste que je vois pas comment on va faire autrement. Après, nos sociétés ne sont plus celles d'il y a 50 ans, qui étaient même plus celles de 50 ans auparavant, et nos sociétés ne seront plus les mêmes dans 50 ans non plus. Il y aura encore des gros bouleversements. Il y a déjà la crise du Covid, qui aurait pu miser là-dessus il y a 10 ans? Personne. Voilà. Si, les scientifiques anticipaient. Ah oui, peut-être effectivement, quelques chercheurs l'avaient anticipé, mais dans tout le monde, beaucoup, voilà, c'est plus dans les politiques. Mais en fait, chaque fois qu'il y a une grosse épidémie dans l'histoire, la première chose que font les politiques, c'est la contester ou essayer de la contester, parce que ça les perturbe, ça les dérange. Tu vois ce que je veux dire? Ça perturbe l'ordre qu'ils essayent de maintenir. Et c'est pour ça que le problème démographique, actuellement, beaucoup de gens ne veulent pas le voir. Comme plein d'autres problèmes, en fait, c'est dérangeant. On veut éviter de voir les problèmes pour pas les affronter. Pour pas les affronter, voilà. Donc, le problème, c'est que ça ne les résout pas. Non, ça ne les résout pas. Il y a la question de réchauffement climatique un peu plus sur la table, qu'on va évoquer par la suite, mais bon... Voilà, parce qu'en matière d'immigration, c'est surtout ça, que ça va poser de graves problèmes. Donc, personne ne veut y penser. Donc, bref. Donc, on va continuer sur la voie un peu... Un autre terme, mais la notion de grand remplacement aussi, juste pour préciser les choses, même si c'est accessoire. C'est inventé, en tout cas mis à la mode, par un contre-nature notoire. Qui utilise une expression un petit peu raciste, comme quoi nous, les Européens vont être éliminés complètement par le reste. Dieu nous en épargne. Mais en même temps, je suis pas certain qu'il ait toujours eu dedans contre les Arabes quand il va les fréquenter dans les saunas de Marrakech, pour histoire de lancer une petite pique. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Non, mais voilà, c'est super les références de cette droite. Bref. Voilà, la fameuse droite. Oui, ça c'est un thème, parce que voilà, cette idée de grand remplacement, c'est surtout défendu par les nationalistes blancs, ou nationalistes européens, ce que vous voulez. Et en général, c'est ce milieu qui est le plus décadent, qui fait le moins d'enfants, et voilà, qui est vraiment pas un exemple à donner, et qui pour l'instant n'ont jamais rien fait de grand. Donc voilà quoi. Ces gens-là, ils parlent de grand remplacement, mais eux-mêmes, ils se laissent remplacer en restant médiocres et en restant anti-chrétiens. Donc ils donnent le bâton pour se faire battre.
Oui, mais non, mais c'est effectivement, en fait, même ça aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que au niveau de la crise démographique, des gens qui sont supposés en avoir tout à fait conscience et de savoir les dangers, les conséquences que ça peut avoir, et voilà, etc., et qui sont même ultra racistes, tout ce que tu veux, font pas plus d'enfants que les autres. Bah oui. Voire ils en font moins. Bah, j'ai déjà vu des mecs de ce milieu-là qui se sont fait opérer. Bref, c'est... Ouais, non, c'est... Voilà, bah là on est toujours dans la question de l'identitarisme. On a clashé plein de fois, ça dans plein d'émissions on l'a clashé aussi. Ouais. Et donc cette émission aussi ne fera pas exception. L'identitarisme, on pourrait le définir, cette idée que ce qui constitue son être, enfin son héritage, en l'occurrence culturel, civilisationnel ou ethnique, racial, ce que vous voulez, compte plus que tout. Et ça, évidemment, c'est contraire à la morale catholique, puisque ce qui compte le plus au monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que le monde a été fait, c'est pour sa gloire, c'est donc vers lui qu'il faut tendre. Et la religion catholique n'a de valeur, non pas parce que ça fait partie de l'héritage européen, même si concrètement, ça fait partie de l'héritage européen, mais la religion catholique a une valeur parce que c'est notre Seigneur en expansion, en quelque sorte. On vit de la vie de Dieu quand on est catholique. La foi nous fait participer à la vie divine. La charité nous fait participer à la vie divine, pour être plus précis. Mais du coup, voilà, la force des chrétiens, ce n'est pas que ça faisait partie de notre identité. Les gens, ils ne combattent pas pour leur identité en général, ils combattent pour quelque chose qui les dépasse. C'est ça qui permet justement de l'idée de sacrifice. On se sacrifie pour quelque chose qui nous dépasse. Tandis que lorsqu'on est dans une posture identitaire, on ne cherche pas à sacrifier ce qu'on est, puisqu'on se définit justement dans une posture uniquement conservatrice. On veut conserver notre héritage. On ne regarde pas vers l'avant, on regarde vers l'arrière, et l'arrière n'est plus. Et il ne reviendra plus. En fait, c'est oh, tu es néo-païen et fier de la culture européenne. Ah ben ça va, t'es dans mon camp. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'un gars qui serait catholique, qui tiendrait ce genre de discours, c'est-à-dire il considère le néo-païen dans son camp, mais par contre, le noir catholique, lui, bah, je connais pas. C'est quoi ça? Il n'est pas identitaire, donc c'est vrai que c'est contraire à l'esprit. Là, voilà, nos ancêtres n'étaient pas identitaires. Nos ancêtres ne pensaient pas comme ça. Tout simplement. Donc eux-mêmes se mettent en porte-à-faux par rapport à leur propre héritage. Donc c'est ça la posture assez grotesque des identités actuelles. Ces gens-là, ils projettent sur le passé leur propre conception en fait. Et ça, c'est très mauvais. Alors, bah, c'est toujours lié, hein, évidemment. La question du voile, on l'a aussi quelques fois évoqué. On a fait une émission spéciale sur le sujet. Est-ce que le voile est licite ou pas? Bien évidemment, sur les femmes. Ça ne serait pas demandé déjà dans nos églises. Donc déjà, voilà. Donc là aussi, ça rejoint l'idée, justement l'idée que je disais juste avant, que les identitaires sont en décalage par rapport à leurs ancêtres, alors que pourtant ils se revendiquent de leur continuité. Ben là, le voile, c'est l'exemple parfait. Nos arrière-grands-mères et les générations qui les ont précédées portaient habituellement le voile lorsqu'elles paraissaient en société. Un couvre-chef en tout cas. Un couvre-chef, voire un voile, notamment dans le cas des paysannes qui étaient un peu moins liées au monde, mondain. Là où il y avait vraiment le voile plus forcé, et plus on remonte dans le temps, plus le voile était soutenu et affiché. Comme le dit la Bible, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et là, on revoit là un article qu'on avait fait de la nécessité des femmes de se voiler, qui est aussi disponible sur notre page de Telegram. Et on peut citer, là encore une fois, on va citer saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, question 169, article 2. Toutefois, il ne convient pas aux femmes, même mariées, de laisser voir leurs cheveux, car l'apôtre leur ordonne de se voiler la tête. Dans ce cas, cependant, certaines pourraient ne pas commettre de péché si elles ne le font pas par vanité, mais à cause d'une coutume contraire, bien que cette coutume ne soit pas recommandée. Donc voilà, effectivement, ça c'est un point important aussi à mentionner, c'est que même si, voilà, on peut citer Saint Paul aussi, sur justement qui demandait que les femmes portent le voile, on peut citer Saint Jean Chrysostome, etc. Il y a eu toute une demande, notamment des pères de l'Église, de la nécessité de porter le voile. Maintenant, il est vrai aussi qu'actuellement, la coutume de nos sociétés occidentales est contraire, donc il n'y a pas d'obligation morale aux femmes de porter le voile, mais c'est quand même vivement recommandé. Et le fait de ne pas porter le voile n'est pas recommandé, comme l'enseigne Saint Thomas. Voilà, et on a pas mal de pères, de docteurs de l'Église, hein, donc qui s'expriment dans l'article, le petit billet en question, hein, concernant ça. On a fait donc aussi, je rappelle, une émission spéciale sur le sujet. C'est l'émission de Radio Regina numéro 44, Chrétienne, remets ton voile. Et c'était en participation avec Guillaume, donc on était 3 sur le petit podcast. Et peut-être qu'à la fin de l'émission, si j'oublie pas, je rappellerai les titres, parce qu'on évoque plein de sujets qu'on a déjà évoqués auparavant, voire qu'on a carrément fait des émissions spéciales. Je pourrais peut-être les énumérer en fin d'émission, hein, par ailleurs. Très bien. Alors,
Alors là, on va tout doucement sortir des questions identitaires. Pour autre chose, c'est ce qui concerne la modernité. Alors on oppose souvent, on voit les modernités. Mais qu'est-ce que la modernité? Pourquoi est-ce on entend souvent voilà, le fameux titre de, comment il s'appelle, Evola, révolte contre la modernité, on nous fait des petites photos, des petits arts digitaux qu'on voit dans les blogs ci et là, pour montrer que voilà, cette fameuse droite est opposée à la modernité. Et évidemment, dans le milieu catholique, du fait de l'influence de cette fameuse droite, on entend beaucoup ce discours qu'il faut être opposé à la modernité et être plus dans ce qu'on appelle la tradition avec un grand T. Voilà. Et je pense pas que ce soit la même tradition que celle qui nous sert d'épithète en tant que dit traditionnaliste. Voilà. Je n'aime pas ce mot-là de toute façon, mais bref. La modernité, est-ce que c'est un problème, Théodon, ou pas? Tout dépend le sens dans lequel on donne au mot. Voilà. C'est aussi le problème, c'est que bien souvent c'est des questions sémantiques qui fait que sur des ambiguïtés, des erreurs peuvent se jouer. En l'occurrence, c'est l'erreur traditionnaliste qui va considérer que tout progrès dans le vrai savoir ou dans la technologie serait forcément à qualifier de modernité et donc à rejeter. Il y a voilà une espèce de rejet, en tout cas d'hostilité, de méfiance vis-à-vis de la technique qui n'est pas compatible avec la pratique commune de l'Église qui a toujours validé la vraie science, les vraies technologies, qui les a toujours approuvées, tant que c'était fait dans un bon esprit, bien évidemment, dans un esprit de recherche de vérité. Maintenant, il est vrai que la civilisation moderne, entre guillemets, est porteuse d'erreurs, dans l'erreur du libéralisme, du socialisme, de tout ce qu'a généré la révolution et le protestantisme, et même déjà avant. Tout ça a fait à charrier une mentalité, mais le problème de cette mentalité-là, ce n'est pas qu'elle est moderne, c'est qu'elle est anti-chrétienne. Donc effectivement, et le fait qu'on assimile cette mentalité-là à la mentalité moderne, et parfois on peut considérer ça comme un abus, ouais, dans le sens où ça ne recoupe pas toute la modernité. Maintenant, il faut faire attention aussi que Pie IX dans le syllabus avait effectivement condamné la proposition le catholicisme est conciliable avec la civilisation moderne, dans le sens où effectivement le catholicisme n'est pas conciliable avec ce que la civilisation moderne porte de mauvais. Quand voilà, là on l'avait déjà évoqué tout à l'heure là sur la question de l'avortement ou de l'euthanasie, la plupart de notre population des modernes entre guillemets sont favorables à ces atrocités. Nous évidemment nous sommes contre et nous devons rester contre. Voilà, il n'y a pas de conciliation à avoir avec cette civilisation là entre guillemets. Voilà. Maintenant on peut aussi renvoyer donc au décret Lamentabili de Saint Pie X, la proposition 65 qui nous enseigne que le catholicisme et qui condamne la proposition le catholicisme est inconciliable avec la vraie science. Ce qui veut dire l'inverse, donc le catholicisme est conciliable avec la vraie science. Donc le fait est qu'on peut développer un vrai savoir dans une culture faussée et l'Église distingue civilisation moderne et vraie science. Et c'est justement notre devoir en tant que catholique de revendiquer la vérité qui est portée dans la culture faussée en la rattachant à l'ensemble des autres vérités que nous possédons. Et c'est pour ça que, loin de s'opposer au développement scientifique, on le revendique même actuellement dans notre civilisation marquée par une hostilité vis-à-vis de la foi. Eh bien, c'est notre devoir, justement, en tant que catholique, de prendre ce qui est vrai dans la culture actuelle pour l'agréger dans notre religion, tout simplement. Enfin, dans notre pratique morale ici. Je ne parle pas de notre religion qui, elle, reste immuable. Je me suis mal exprimé ici. Dans notre civilisation, dans notre développement en tant qu'homme, tout simplement. Voilà, c'est juste une question de sémantique. Voilà, si c'est modernité au sens modernité technique, civilisationnelle, conception linéaire du temps, évidemment qu'on est moderne à ce moment, enfin qu'on a la modernité. Alors oui. si c'est modernité dans le sens philosophique ou environnement politique issu de ces mauvaises philosophies, pseudo-philosophies, dite moderne, à ce moment-là, évidemment... On est entre guillemets anti-moderne. Voilà. Bon, c'est pas une réponse absolue, mais en tout cas, dans cet ouvrage-là, il est assez réputé. L'ouvrage de Jacques Maritain, Anti-moderne, qui justement revient sur ces oppositions-là, où il montre justement ce que la pensée catholique peut être acceptable vis-à-vis de la modernité, et aussi le fait qu'on refuse la forme intellectuelle de nos contemporains qui est marquée par l'idéalisme et les autres erreurs philosophiques. Donc ça, effectivement, il y a une part anti-moderne, mais il y a aussi une part favorable à la modernité, qui là, encore une fois, on revient à cette idée qu'il ne suffit pas d'avoir un esprit de parti ou de simplifier les choses. Parfois, on a affaire à des problèmes complets, donc avoir de la nuance, être un peu plus complexe dans nos explications, c'est parfois nécessaire. Ici, en l'occurrence, c'est bien le cas. Puisque voilà, on ne peut pas se dire... Enfin voilà, tout ce que la modernité a produit, puisqu'effectivement il y a des mauvaises choses qui ont été produites, mais on ne peut pas non plus tout condamner, puisqu'il y a des bonnes choses qui ont été produites. C'est pour ça qu'il faut avoir un travail de discernement et de revendication de ce qui est bien.
Justement, le point suivant, c'était la question de la technologie. On l'a déjà évoqué. On a fait plusieurs émissions sur le sujet, et notamment avec Guillaume, hein, qui est aussi très, très branché sur ces questions-là. Et donc, ça, on peut voilà, vous allez visiter notre chaîne YouTube, vous allez en voir quelques-unes. Des sujets bien passionnants. Et puis voilà, pour moi, je sais pas si tu as des choses à dire à propos de ça. Sur la technologie, on peut citer toute une série de catholiques qui ont participé à des découvertes scientifiques, notamment des plus connus de ces derniers temps, c'était Georges Lemaître, hein, le chanoine Lemaître, qui est belge, qui a participé à la découverte du Big Bang en physique, et du coup qui est un grand nom, donc justement qui a développé cet aspect donc de compréhension philosophique et des rapports entre philosophie et foi, en luttant contre ce qu'on appelait maintenant j'ai oublié le concordisme. Le concordisme, excuse-moi, qui justement voulait forcer un accord contre à la fois contre la vérité scientifique tout simplement, mais qui entendait pour autant continuer à défendre la religion, hein. Donc c'est assez intéressant, donc la recherche qu'il a développée sur ce sujet. On peut aussi renvoyer à tous les inventeurs catholiques, hein, Copernic, Roger Bacon, pour le Jean-Baptiste de Bolois, qui est archevêque cardinal, qui a inventé le système de la percolation du café. Le père. Merci à lui. Ouais. Auguste Musquer, donc qui est un prêtre et physicien autrichien, qui est connu pour avoir inventé le ralenti. Et comme vous voyez, un ralenti à la télévision, ça a été inventé par un prêtre. Qui a inventé la technique pour pouvoir effectuer les premières formes de ralenti. Voilà. Enfin voilà, il y a énormément de découvertes scientifiques ici, on va pas les faire parce qu'il y en a tellement. Non, mais beaucoup. Hein. Donc on avait même évoqué une sœur aussi qui avait participé au développement du langage informatique BASIC. Hein. Donc je crois que c'était dans les années 50. Mais oui, il y a eu pas mal de petites... De toute façon, de toute façon, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les catholiques ont toujours, pendant des siècles, été à la pointe, pour des raisons logiques. C'est notre religion, et nos prêtres, et nos moines qui ont réveillé la civilisation européenne qui s'était écroulée après la chute de l'Empire romain. Ils avaient préservé les sciences, et après ils les ont retransmises, c'est tout. Et la science, après il y a eu le petit épisode qui a fait en partie notre mensongère légende noire avec l'affaire Galilée. Donc, voilà, il y a toutes les âneries qu'on a racontées sur nous avec les Michelet et compagnie pour nous faire passer pour des obscurantistes, alors qu'on a toujours été derrière la science. Et si les catholiques n'avaient pas eu, je ne sais pas où on serait. Mais, Louis Braille, Mendel, Louis Pasteur, Marconi, Copernic, Ampère, Volta, tout ça c'était des inventeurs catholiques, donc il n'y a pas de doute. On a toujours été derrière ça. Le Moyen-Âge et toutes les périodes qu'on suivi ont foisonné d'inventions. L'Europe n'a pas conquis le monde pour rien pendant tous ces derniers siècles. Je veux dire, c'est ça qui a fait notre force. Après est venu beaucoup plus tard le rationalisme, etc., qui s'est reposé uniquement sur la science. Mais je veux dire, avant ça, on était toujours présents. Ça fait depuis quelques années qu'on entend des discours de méfiance vis-à-vis des nouvelles technologies. Mais ça, on en a beaucoup parlé évidemment dans notre émission. Mais voilà, le catholicisme a toujours été de pair avec la technologie, parce que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ a entraîné la conception linéaire du temps dans le monde qui s'est converti au christianisme. Fatalement, c'est corrélé. Et s'il y a bien une religion qui est comme ça, c'est la nôtre. Donc on dit que notre religion est anti-science et obscurantiste, c'est ultra mensonger. Et dédicace aux athées qui, c'est vrai, tiennent un petit peu le monde de l'astrophysique, sont dédicace aux athées qui sont très très présents effectivement dans les sciences astrophysiques. Cependant, l'un des plus gros piliers de leur science, c'est l'abbé Georges Lemaître, pas de bol. Un très bon prêtre d'ailleurs, apparemment. D'origine belge, rappelons-le. Donc voilà, faut-il le dire et le répéter. Donc, ça, j'en parlais encore hier d'ailleurs de ce sujet-là. Mais voilà, catholique et technologie, ça va de pair. Quand les catholiques font une émission et débarquent et évangélisent des autochtones, la civilisation elle vient avec. Voilà. Maintenant, c'est la mode de rejeter tout ça, mais... Il y a un développement spirituel, mais aussi moral, technique, civilisationnel. Il y a plein d'avantages. Technologie, ça va pas plaire à tout le monde comme d'habitude, hein, mais je suppose que ce sera pas la première fois dans cette émission-là. La question des vaccins, c'est aussi lié à la question des technologies.
On n'a pas attendu le Covid pour avoir déjà, et je suis désolé de le dire et de le répéter, et entendre régulièrement dans nos chapelles des discours anti-vaccins. Qu'est-ce qu'en pense l'Église? L'Église, non seulement elle approuve le vaccin, mais elle approuve aussi le passeport vaccinal et l'obligation d'avoir des vaccins. Donc, le principe de la vaccination, il n'y a aucun problème avec ça. Et même avec le principe du pass vaccinal ou de l'obligation vaccinale, il n'y a pas de problème de morale avec ça. Donc là, on peut renvoyer donc, à la lettre du cardinal Consalvi qui a été faite le 20 juin 1822, il y a presque 200 ans maintenant, pour un nouveau vaccin qui avait été mis en place contre la variole, où il disait explicitement que les médecins et chirurgiens de lieu qui ne voudraient pas exécuter ou qui négligeraient la vaccination, même simplement la négliger, seront sur le champ démis de leur emploi. Ils devront exécuter fidèlement les instructions et les ordres qui leur seront donnés par les commissions, par l'organe du médecin, membres de ces commissions, et ceux qui y contreviendront seront dénoncés d'office par les magistrats aux légations ou délégations respectives ou directement à la commission centrale, lesquelles procéderont contre eux selon les cas et les circonstances. Donc là, voilà, vous avez une obligation même de vacciner, et les médecins qui refuseraient la vaccination dans les états pontificaux avec l'approbation du pape, ils étaient condamnés. Par exemple, un des principaux pionniers en vaccination au XXe siècle, donc, après donc, ces histoires-là du cardinal Consalvi, c'était un catholique canadien, le docteur Peter Moloney, qui est assez connu au Canada pour avoir été justement un des pionniers dans le développement des vaccins. Donc il n'y a pas de doute à avoir sur la licéité des vaccins. Maintenant, actuellement, voilà, il y a toute la problématique liée à l'usage de fœtus issus d'avortement, qui est abominable effectivement en soi. On l'avait déjà évoqué dans nos émissions. Le fait est que c'est une collaboration matérielle lointaine et qui, en fait, ce genre d'histoire, c'est utilisé comme prétexte pour lutter contre la technologie en soi, puisqu'il y a énormément d'inventions technologiques ou médicales qui ont aussi été amenées par des abus, l'usage d'esclaves, voire d'expérimentation ayant abouti à la mort. Et pourtant, ces gens-là, on ne les entend pas dire qu'il faut refuser les découvertes qui en ont résulté. Donc tout ça, ça sert de prétexte. C'est assez scandaleux de voir que, effectivement, pour une idéologie anti-scientifique, des catholiques perdent leur emploi, voire la vie. Exactement, hein, donc une petite gangrène idéologique, anti-scientifique, assez à la mode, et plus globalement complotiste, hein, à laquelle malheureusement notre communauté n'a pas non plus été épargnée. C'est assez triste, mais voilà, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. C'est une problématique sur laquelle on était très tranché et explicite. Parce qu'on a pu voir directement les abus que ça générait, donc c'est pour ça qu'on se permet d'être peut-être un peu plus véhément. Voilà. Bon, je pense qu'on peut clôturer là-dessus et refaire une émission avec d'autres sujets du même genre, hein, d'autres petits concepts de droite à clasher. On va encore se faire détester à 1000%, hein, je sais bien, mais... Peut-être aussi rappeler vite, brièvement, vraiment la question du réchauffement climatique, et c'était le dernier point. Je sais bien, j'avais noté, mais je me dis, clôturer sur les vaccins serait peut-être pas plus mal, parce que oui, pas de souci. Voilà. Donc on fera une émission, je pense, parce qu'on a encore plein d'autres sujets à traiter de ce genre-là. Ça s'est terminé un peu tranché, mais je suis désolé avec tous les clashs qu'on s'est pris pendant 2 ans, les méchancetés, les insultes, y compris de frères en chrétienté, hein, je précise bien. Voilà. Ça aide pas à nous calmer, hein. Ça nous a pas vraiment calmé, mais voilà, je suis désolé, c'est illicite, point. Voilà, c'est comme ça. J'ai encore entendu aucun argument réellement valable émanant de la sphère anti-vax, point. Voilà. Et quand on gratte l'arrière-boutique, mais comme d'habitude, et on l'a dit 1000 fois, c'est toujours des types qui traînent dans les histoires gnostiques, ou des scientifiques ultra marginalisés qui ont un background très curieux, ou des lectures assez curieuses également, qui ont des casseroles, voilà. Mais pourquoi nécessairement écouter les marginaux plutôt que le consensus? C'est quand même curieux. J'aimerais terminer donc justement un point de citation par rapport à ça. Donc d'une citation de Socrate qui disait: sur les choses gymnastiques, il faut consulter l'expert en gymnastique, sur les chevaux, l'expert en choses hippiques, et sur blessures et maladies, l'expert en médecine, et sur les affaires de la cité, l'expert en politique. Et donc cette qualité d'expert, elle s'acquiert par la pratique et par l'étude, par une réflexion non active et occasionnelle sur le web, en regardant quelques blogs, mais de manière méthodique et assidue. Je n'ai pas à chercher, je ne suis pas légitime moi à aller
chercher sur le net des argumentaires contre les vaccins. Bien souvent, je ne les lis pas à fond, je ne les connais pas parce que je ne suis pas médecin. Et après, on va les balancer à différents groupes pour dire, voyez, regardez, les vaccins sont très mauvais. Ça, c'est anti-scientifique, c'est anti-charitable et c'est contre la raison, tout simplement. Et malheureusement, on voit ça beaucoup trop souvent. Voilà. Bon, ben. Ouais. Moi, ce qui m'embête le plus, encore une fois, c'est les conséquences en termes de. Des gens qui ont perdu leur emploi et avec ces âneries, et puis voilà, même des drames bien pires. Si on a évoqué la question de gens qui sont décédés aussi. Enfin, voilà. Plus ceux qui finissent en HP, on l'avait déjà aussi évoqué dans nos émissions sur le corona complotisme. Mais ça ouais, c'est vrai. Moi, je parlais juste concernant la question covidique. Mais je parlais pas dans les grandes lignes du délire complotiste en tant que tel. En général, qui fait énormément de dégâts, qui égare beaucoup d'âmes et qui nous sert à que dalle. À part, et qui nous affaiblit terriblement. Qui nous affaiblit, voilà, c'est ça. Quelle perte de temps. Bref. Bon, ben voilà, on va encore se faire aimer. Hein. Mais il est nécessaire parfois de nettoyer les écuries d'Augias, parce que, voilà, quand beaucoup de gens, voilà, ne s'imaginent pas à quel point les milieux de droite sont corrompus intellectuellement, en tout cas. Et parfois même pas seulement intellectuellement. Mais voilà, notre objectif, nous, c'est d'aider à ce que nos frères s'arment justement contre les périls. Et les périls de droite, malheureusement, on est très peu à les dénoncer. Ou alors ce sont des gens de gauche qui les font avec un esprit de gauche et pas forcément catholique. Non, l'obsession est sur la gauche. Ou alors les gens qui, comment dire, pas qui critiquent la droite, mais en fait, la droite à l'heure actuelle, je suppose que tu as remarqué, c'est ce qu'on appelle grosso modo la droite. Et quand des prolétaires, encore une fois, parlent de droite, c'est la droite dite nationale, c'est pas l'autre. Mais en fait, c'est une émission de télé-réalité. Oui. Ceux critiquent entre eux, c'est la télé-réalité, ce truc-là. Tu regardes sur YouTube, c'est des clashs sans arrêt. Ils se détestent tous pour des ci ou des là, quoi. Non, enfin. Mais c'est la politique spectacle, et aussi à la fois du réalisme sain et voilà, du bien commun, puisque la fonction de la politique, c'est de servir au bien commun. Et est-ce que ces gens-là servent le bien commun? Voilà, toutes nos réflexions ici permettent d'avoir de sacrés doutes sur ce sujet-là. Et donc, comme ces gens-là ne servent pas le bien commun, est-ce que ce sont des alliés? Je ne pense que pas. Je pense que non, pas. De toute façon, je veux dire. Ils sont plus des ennemis que des alliés, objectivement parlant. Certes, mais. Après, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Voilà, il y a des gens qui peuvent. On n'exclut pas non plus. Voilà, des différents parcours. Nous-mêmes, on vient de ces milieux-là. On sait ce que c'est. Mais objectivement, s'allier avec le milieu en tant que tel, ça sort de question. Il y a des gens qui viennent chez nous qui viennent de la gauche et d'autres qui viennent de la droite. Ou de n'importe où. Ou de l'islam, ou de l'athéisme, ou de n'importe quoi. Voilà. Ou à politique, voilà, exactement. Donc il n'y a pas de. Le problème, c'est que avec la droitisation, c'est devenu obligatoire d'être catholique, tu es devenu. Surtout dans le milieu traditionnel. Et du coup, on peut potentiellement exclure des gens alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Ou les rebuter inutilement. D'immigrés catholiques qui viendraient dans une paroisse tradie, est-ce qu'il serait toujours bien? Oui, alors pas par tout le monde, parce que évidemment, il y a aussi la question du racisme. Voilà, là, on l'avait évoqué dans nos questions. C'est bien, même chez nous. Hein. Ça joue aussi, hein, ça. Quand tu considères que toute immigration est forcément nocive, tu vois un immigré catholique qui vient dans ta paroisse, tu le regardes d'un mauvais œil. Hein. Ouais, alors, c'est justement le problème dans les conservateurs avec cette droitisation racialiste, identitaire, etc. Le souci, c'est que on laisse tous potentiellement les immigrés, plein de braves immigrés chez les autres. Chez les panafricains, chez les gauchistes. Chez tous les tarés. Et chez des antichrétiens de soi. C'est pas bon. Bref, plein de choses à dire. L'immigration, franchement, on pourrait faire une émission très très complète et très longue. Mais là, on était bref sur. C'est limité à l'essence. Très très bref, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup. Mais c'est. Voilà, pour essayer d'être le plus synthétique. Voilà, il y a des gens qui vont nous écouter d'une bonne oreille en cherchant. Voilà, si le contre-discours contient, j'aime pas dire ce mot-là, mais bref, contient vraiment sain, moral et catholique, enfin bref. Et puis d'autres qui vont l'écouter énervé, d'une oreille très très fermée, et pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas, mais juste on n'est pas de droite, donc on est. Voilà, tu vois ce que je veux dire.
Et il y a l'esprit de parti qui joue. Voilà, c'est ça, l'esprit de parti qui joue. Mais bon, nous, on s'adresse aux gens qui sont de bonnes... ça va aller au-delà. qui recherchent, etc. Des hommes de bonne volonté. Peut-être parfois j'étais un peu trop dans les opinions, notamment quand j'ai évoqué la question de l'immigration. Enfin, du moins, j'essaye pas d'être dans les opinions, mais c'est possible que ça arrive parce que toutes les choses sont pas... n'ont pas été définies, voilà, n'ont pas été prévues. interprétables. Tout n'a pas été prévu, évidemment. Donc, certes, ok, d'accord, mais au moins, si le message est écouté, réfléchi, etc., c'est peut-être le principal aussi. Et si ça... Moi, j'aime bien un truc qui remet un peu en question comme ça, qui pousse un petit peu à me remettre, à me faire réfléchir. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, et j'aime bien les gens qui fonctionnent comme ça aussi. C'est ce souci de recherche. Pas se contenter de ça aussi, c'est un point important, c'est que cette identification à la droite, ça amène au phénomène de chambre d'écho. Comme on s'identifie à un milieu, ce milieu a forcément toujours raison. Et on ne remet rien en question. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, de nouvelles idées apparaissent et personne ne les remet en question. Et ça, c'est lié au fait que l'esprit de parti, l'esprit chambre d'écho, le fait qu'on se répète sans arrêt les mêmes choses, ça détruit l'intelligence, ça détruit les âmes. Et ça, notre but, c'est justement en fait, ça a l'avantage de faire de la cohésion, mais malheureusement pas toujours dans le bon sens. Voilà, oui. C'est ça. Moi, la cohésion devrait se faire... On veut créer un gros groupe, mais un gros groupe qui est fondé... La cohésion devrait se faire dans la religion et pas dans les délires qui viennent de l'extérieur. C'est le message de Radio Regina depuis le départ. Tout à fait. Voilà. Allez, Théodon, la peste avec toi. Merci beaucoup. Et la paix à tous nos auditeurs et bonne continuation. Et peut-être à la prochaine émission 2, hein. Oui, peut-être, très certainement. Certainement. Il y a encore beaucoup de choses d'autres sujets à attaquer et comment bien s'amuser. Voilà, très très bonne soirée à toi, Théodon. Une autre prière. À toi aussi, Salut. une autre prière.